Mon mari s'est précipité à l'aéroport pour récupérer son premier amour, manquant mon opération. À partir de ce jour, ses appels ne sont jamais passés. Ce silence absolu lui a fait réaliser ce que cela signifiait de me perdre pour toujours. Il n'est pas arrivé à temps pour l'opération de sa femme à l'hôpital parce qu'il était allé à Roissy pour récupérer sa petite amie de lycée. À partir de ce jour, le téléphone portable de sa femme sonna occupé et ne se connecta plus jamais. Par un silence absolu, elle lui a enseigné exactement ce que signifie perdre quelqu'un pour toujours. Le siège vide devant la salle d'opération, Julien. Veuillez signer ici sur la ligne pointillée, dit Aurore, posant les papiers de divorce et l'accord de règlement de biens sur la table basse en acajou. Veuillez les signer tout de suite. Sa voix était calme, sans aucune trace d'émotion, sonnant exactement comme un bulletin météorologique matinal local. Assis en face d'elle, son mari, Julien, ne leva pas les yeux de son smartphone. L'écran affichait le tableau des arrivées de l'aéroport Charles de Gaulle. Laisse ça pour l'instant. Le vol de Chloé atterrit à 19h40. Et je veux éviter les embouteillages sur l'autoroute 1. J'ai été libéré de l'hôpital aujourd'hui, dit Aurore. Je suppose que tu as arrangé une voiture pour moi. Il y a 3 jours, c'était le jour de mon opération. Enfin, Julien fronça les sourcils. Ce n'était pas par inquiétude, mais par irritation de voir une vieille dispute ressurgir. L'opération s'est bien passée. Le médecin m'a appelé. Combien de temps vas-tu me le reprocher? Aurore pressa une main sur son côté gauche. Les petites incisions laparoscopiques irradiaient encore de chaleur sous la gaze, tirant fort de l'intérieur chaque fois qu'elle changeait de posture. Le jour de l'opération, l'hôpital avait prévu d'informer son mari, son contact d'urgence désigné, de la procédure. Bien qu'Aurore fût une adulte capable de signer ses propres formulaires de consentement, le personnel avait répété qu'elle avait besoin d'un membre de sa famille présent pour la ramener chez elle après l'anesthésie générale. Julien avait promis qu'il serait absolument là. Pourtant, il ne s'est jamais montré. Accompagnée d'une infirmière, Aurore a attendu devant la salle d'opération de 9h du matin jusqu'à juste après midi. Elle a appelé son téléphone plusieurs fois. Il sonna sans fin avant de passer directement à la messagerie vocale. L'hôpital ne pouvait plus retarder son créneau chirurgical. Aurore a écouté le briefing médical seule, a signé ses propres formulaires de consentement seule, et a changé son contact d'urgence pour sa meilleure amie, Morgane. Quand elle s'est réveillée, la chaise à côté de son lit était vide. Elle avait reçu exactement un message texte de Julien. Chloé est anxieuse de revenir en France après si longtemps. Je vais à Roissy pour la récupérer. Laissez le personnel de l'hôpital gérer les affaires post-opératoires. Chloé Sinclair était la petite amie de lycée de Julien, une femme qui avait déménagé à Genève avec sa famille 7 ans auparavant. Aurore n'a appris qu'après son mariage que la famille de Julien avait séparé de force les 2 jeunes amants. Répugnant l'idée d'une alliance avec les Sinclair dont l'entreprise familiale avait autrefois fait face à de graves difficultés financières. Le mariage d'Aurore, juste après l'université, Aurore avait effectué la réanimation cardio-pulmonaire sur Nathaniel quand il s'était effondré sur un quai de métro. Captivé par sa nature directe et sérieuse, Nathaniel avait passé outre les objections de son fils et de sa belle-fille pour arranger un mariage entre Aurore et son petit-fils, Julien. La haute société bavardait sans fin sur la façon dont une fille d'une famille de classe moyenne ordinaire avait obtenu une place dans la dynastie de Presbourg. Aurore elle-même avait cru qu'avec suffisamment de temps, elle pourrait se tailler une place dans le cœur de Julien. Elle a essayé pendant 5 ans. Elle a appris à cuisiner les repas faibles en sodium qu'il préférait, à mémoriser les structures familiales de ses clients d'entreprise, et était toujours la première à vérifier les plans de table au gala de la famille de Presbourg. Quand il rentrait tard, elle servait des dîners réchauffés. Quand il voyageait à l'étranger, elle se rendait à Roissy pour le récupérer. Quand la mère d'Aurore a été hospitalisée, Julien a privilégié un dîner d'entreprise. Il ne s'est même pas présenté pour les derniers instants de sa mère. Il a prétendu avoir une réunion de conseil d'administration inévitable, mais Aurore a découvert plus tard qu'il avait passé cette soirée en appel FaceTime avec Chloé. Même alors, Aurore avait protégé leur mariage, non par un sentiment de dette envers son grand-père, mais parce qu'elle refusait de facilement qualifier d'échec la vie qu'elle avait choisie avec l'homme qu'elle aimait. Cependant, ce siège vide devant la salle d'opération a cristallisé 5 ans de minuscules vides accumulés d'un seul coup. Pendant que Julien ramassait les valises de Chloé sur le carrousel à bagages à Roissy, Aurore, luttant contre la grave sécheresse buccale provoquée par l'anesthésie,
appuya seul sur le bouton d'appel de l'infirmière. Une infirmière lui apporta de l'eau avec une paille, l'aidant à la siroter lentement. Ce simple acte de gentillesse fit bien plus mal que l'absence de son mari. Aurore avait déjà signé son nom sur la ligne désignée des papiers de divorce. Elle avait également confirmé les démarches légales pour restaurer son nom de jeune fille avec son avocate, Sarah Dubois. « Tu vas à l'aéroport alors ?» Aurore dit « Oui, Chloé revient à Paris pour reconstruire sa vie. En tant que vieille amie, je ne peux pas simplement l'abandonner. Mais tu as pu abandonner mon opération. » Les doigts de Julien cessèrent de taper sur son écran. Le ton d'Aurore n'était pas accusateur. Elle était depuis longtemps passée au stade de jeter le blâme. « Tu n'es pas obligé de le signer aujourd'hui. Mon avocate te contactera formellement, mais je quitte cette maison. » « Tu es dramatique, dit-il. Si tu as mal, va te coucher. Nous parlerons quand je reviendrai. Tu n'es pas obligé de revenir vers moi. » Julien leva les yeux vers elle pour la première fois. Aurore sourit. Elle ne pleura pas, et ne cria pas non plus. Elle avait épuisé toute son énergie pour cela devant la salle d'opération. « Je ne serai tout simplement plus à l'endroit où tu reviens. » Elle rangea le bracelet de jade hérité de sa mère et le portfolio de design de mode qu'elle avait réalisé à l'université dans un sac de voyage. Elle ne toucha à aucun des bijoux coûteux ou sacs à main de créateurs que les de Presbourg lui avaient offerts en enfilant ses chaussures dans le vestibule. Julien parla derrière elle. « Tu t'en vas sérieusement ?» Aurore ne regarda pas en arrière. « Il y a 3 jours, j'ai signé les formulaires de consentement pour ma propre opération. Aujourd'hui, je signe les formulaires de consentement pour ma propre vie. C'est tout. » La lourde porte d'entrée se referma d'un clic. Julien ne la poursuivit pas. Pour lui, manquer une arrivée de vol dans 2 heures semblait encore la perte la plus réaliste. À partir de cette nuit-là, le téléphone d'Aurore ne se connecta plus jamais au sien. Aurore trouva refuge dans l'appartement d'une chambre de Morgane à Belleville. Morgane, planificatrice publicitaire et amie d'Aurore depuis l'université, jeta un coup d'œil au petit sac de voyage dans l'entrée et donna ses ordres avant même de demander des détails. « Je n'ai pas de matelas d'invité. Nous allons partager mon lit, et tu es interdite de faire des tâches ménagères tant que tes incisions ne sont pas guéries. Je suis tellement désolé de débarquer chez toi comme ça, dit Aurore. Tu t'excuses auprès de la mauvaise personne. » Morgane prit le sac d'hôpital d'Aurore et sortit de la soupe de poulet préparée du réfrigérateur. L'assaisonnement était un peu fort, mais Aurore faillit pleurer après la première bouchée, ayant quelqu'un qui préparait quelque chose de chaud juste pour elle. Depuis quand Aurore considérait-elle une chose aussi simple comme un coup de chance extraordinaire? L'écran de son smartphone était rempli d'appels manqués de Julien. Il n'y avait pas eu un seul message texte pendant qu'il conduisait à l'aéroport. Mais après avoir déposé Chloé à son hôtel et être rentré chez lui pour trouver les papiers de divorce, il avait appelé toutes les 10 minutes. « Où es-tu ? Partir sans en discuter est irresponsable. Si c'est à cause de mon absence à l'hôpital, je m'excuse. Grand-mère est inquiète. » Seule cette dernière phrase fit faire une pause aux doigts d'Aurore. Éléonore de Presbourg avait toujours veillé sur Aurore. Même après le décès de Nathaniel, elle était la seule personne de la famille de Presbourg à s'informer de la santé d'Aurore ou de ses rêves persistants de carrière. Aurore tapa un bref message uniquement pour Éléonore. « Je suis tellement désolé de vous inquiéter. Je suis en sécurité. Une fois ma santé stabilisée, je viendrai vous saluer en personne. » Elle bloqua ensuite le numéro de Julien et le supprima de ses applications de messagerie. Couper ces mots n'était pas une punition. C'était une procédure médicale nécessaire pour son propre rétablissement. Le lendemain matin, Aurore se rendit au cabinet de l'avocate Sarah Dubois pour éviter de heurter ses plaies abdominales. Elle accepta un siège que quelqu'un lui offrit dans le métro et marcha lentement depuis la station. Maître Dubois était une femme d'une 40aine d'années qui avait déjà géré le processus successoral pour le patrimoine de la mère d'Aurore. « Nous ne pouvons pas déposer les papiers de divorce immédiatement s'il refuse de signer, » expliqua Maître Dubois. « D'abord, nous enverrons une lettre de représentation consolidant toute future communication par mon cabinet. Je ne veux pas grand-chose en termes d'actifs, » dit Aurore. « Il ne s'agit pas de vouloir beaucoup ou peu. Il s'agit d'établir vos droits. Les années que vous avez passées à soutenir le foyer en tant que femme au foyer comptent comme contribution à la constitution d'actifs. Nous séparerons la richesse de la famille de Presbourg des biens matrimoniaux acquis pendant votre union.
Aurore fit un petit signe de tête. Pendant 5 ans, ses dépenses de subsistance avaient été payées à partir d'un compte joint. Mais le travail non rémunéré qu'Aurore avait effectué allait bien au-delà des tâches ménagères standards, organiser des services commémoratifs familiaux, sélectionner des cadeaux d'entreprise pour les dirigeants, organiser des galas de charité en tant qu'épouse du PDG. Gérer les rendez-vous médicaux de sa belle-grand-mère, écrire des lettres de condoléances aux familles d'employés. Aurore avait assumé toutes les tâches reliant le foyer de Presbourg et l'entreprise, entièrement dans l'ombre. Elle ne voulait pas convertir ses actes en factures. Elle ne voulait simplement pas qu'ils soient traités comme s'ils n'avaient jamais existé. Maître Dubois fronça les sourcils en lisant les messages textes du jour de l'opération. Veuillez les conserver. Il ne s'agit pas seulement d'extraire une pension alimentaire. S'il tente plus tard de prétendre que vous avez unilatéralement abandonné le mariage, cela montre le contexte complet. Nous ne savons pas s'il a eu une relation physique avec mademoiselle Sinclair. Mais l'infidélité n'est pas la seule base de la rupture d'un mariage. Documentons la négligence à long terme, le manque de partenariat en tant que famille et l'abandon lors d'un événement médical critique. Après avoir quitté le cabinet d'avocat, Aurore s'arrêta à la mairie pour confirmer les documents nécessaires à la mise à jour de son numéro de sécurité sociale et de son permis de conduire. Le divorce n'était pas encore définitif. Pourtant, le simple fait d'entendre parler des démarches administratives concrètes pour retrouver son nom de jeune fille injecta une petite bouffée d'air frais au plus profond de sa poitrine. Ce soir-là, Morgane mentionna que son entreprise cherchait un designer pour un projet de vêtements. Aurore avait obtenu son diplôme parmi les meilleurs de sa promotion dans un institut de mode prestigieux et avait passé 2 ans avant son mariage à aider à la planification du design pour une marque émergente. Après s'être fiancée à Julien, la famille de Presbourg avait déclaré indécent pour une future épouse de PDG de travailler tard le soir dans un studio, la forçant à démissionner. Un espace vide de 5 ans sur un CV était lourd. Quand elle ouvrit son ancien portfolio, les lignes qu'elle avait tracées à l'époque semblaient aveuglément brillantes. Elles étaient audacieuses, légèrement brutes, et absolument sans peur d'être mal aimée. « Je ne suis peut-être plus assez bonne », murmura Aurore. Morgane répondit en mangeant une tasse de pudding de Bodega. Quoi que tu ne saches plus faire, tu peux simplement l'étudier et le réapprendre. Mais te rejeter avant même qu'il ne voie ton travail est strictement interdit. Tu parles comme un responsable du recrutement. Je suis ton ami et chef des ressources humaines par intérim. Aurore rit. Ses cicatrices chirurgicales tiraient, la faisant grimacer instantanément. Mais le fait qu'elle ait ri du tout fut une victoire. 3 jours plus tard, Julien se présenta devant l'immeuble de Morgane. Sa voix, crépitant à travers l'interphone, exigeant que Morgane fasse descendre Aurore, manquait de son habituel aboiement autoritaire. C'était la voix d'un homme mêlant panique et frustration. Entièrement incertain des mots qui ouvriraient la porte. Morgane ne répondit pas. Maître Dubois avait déjà envoyé un avis formel interdisant tout contact direct. Aurore jeta un coup d'œil à travers l'entrebâillement des rideaux et vit Julien debout au bord du trottoir. Il portait un trench coat coûteux, vérifiant son smartphone encore et encore. L'ancienne Aurore aurait attrapé un parapluie et serait descendue en courant dès qu'il aurait semblé qu'il allait pleuvoir. Elle se serait inquiétée qu'il ait sauté le dîner. Maintenant, elle ferma simplement les stores. Ce n'était pas parce qu'elle voulait le faire souffrir. C'était pour qu'elle cesse d'ajuster sa propre douleur à sa convenance. Julien finit par signer les papiers de divorce 3 semaines après le déménagement d'Aurore. Lors de leur première séance de médiation, il s'assit en face de Maître Dubois et affirma que sa femme était simplement émotionnelle. Aurore ne discuta pas lorsqu'elle entendit ces mots. Elle étala une chronologie sur la table de conférence, la date des funérailles de sa mère, les dossiers d'admission et de sortie de l'hôpital, les messages textes envoyés le jour de son opération, et 5 ans de journaux de communication. Si j'apparais émotionnel, veuillez lire ces chiffres et ces dates. Julien se tut. Le jour où Aurore a perdu sa mère, il avait prétendu être à une réunion de conseil d'administration critique, mais son calendrier d'entreprise montrait que la réunion s'était terminée à 15h30. Les journaux numériques prouvaient qu'il avait passé près de 2 heures en FaceTime avec Chloé plus tard cet après-midi-là. Pour la première fois, Julien vit le poids écrasant des heures qu'il avait effacées avec la simple excuse d'être occupé. « Je diviserai les biens comme Aurore le souhaite », dit Julien. « Mais il n'y a pas d'urgence pour le divorce. »« Je suis pressé », répondit Aurore. « J'ai attendu 5 ans. Rien ne s'est encore passé entre Chloé et moi.
Je n'essaie pas de juger votre relation avec elle, dit Aurore doucement. Je ne peux simplement pas continuer ma relation avec vous. C'est tout. Pour Julien, ces mots étaient bien plus brutaux que d'être accusé d'une liaison. Une liaison pouvait être argumentée. Cela ne laissait aucune place à la défense. Finalement, les deux finalisèrent les termes de leur accord. Une division de l'épargne acquise pendant le mariage. Remboursement des frais médicaux d'Aurore et restitution de ses effets personnels. Aurore déclina fermement les droits de bénéficiaire de la fiducie que Nathaniel de Presbourg avait essayé de lui laisser. Éléonore appela Aurore après avoir appris la nouvelle. « Tu devrais l'accepter, ma chère. Nathaniel voulait te laisser cela personnellement. »« J'apprécie profondément le sentiment, » dit Aurore doucement. « Mais si je l'accepte maintenant, j'ai l'impression que je serai piégé à vivre à jamais dans le récit de la famille de Presbourg. » À l'autre bout du fil, Éléonore laissa échapper un long soupir. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu te protéger. Mon mari m'a demandé de veiller sur toi maintes et maintes fois. Veiller sur moi n'était pas suffisant. » À ces mots, Aurore versa des larmes pour la première fois. Ce n'étaient pas des larmes de colère envers Julien, mais des larmes pour un sentiment de compréhension qui était arrivé beaucoup trop tard. Le jour où le divorce fut prononcé fut un matin clair et vif. Au bureau de la caisse d'allocation familiale, Aurore déposa les documents pour restaurer son nom de jeune fille et reçut les documents nécessaires pour mettre à jour son assurance et ses comptes bancaires. Aurore Mercier. Lorsque l'employé appela son nouveau nom, la réponse d'Aurore fut retardée d'une fraction de seconde. Le nom qui avait été entièrement normal avant son mariage sonnait comme s'il résonnait d'une grande distance. Quand elle sortit du bâtiment, Julien l'attendait au bas des marches. Il avait assisté aux procédures légales, mais avait à peine prononcé un mot. « Je vais te conduire », proposa-t-il. « Je vais bien. Je prendrai le métro. Cela ne fait même pas un mois depuis ton opération. C'est exactement pourquoi j'ai besoin de marcher à mon propre rythme. » Julien essaya de dire autre chose, mais ravala les mots. Aurore sortit son alliance de son sac à main. « Je te la rends. Garde-la en souvenir. » Julien ne put formuler de réponse. Aurore posa la bague sur un banc voisin. Elle sentait que si elle la lui remettait directement dans la paume, au moment où leurs doigts se frôleraient, 5 ans d'attachement persistant pourraient se ressusciter. « Julien, si jamais tu vis avec quelqu'un d'autre à l'avenir, fais-y bien attention exactement quand ils ne disent rien. Aurore, les gens qui restent silencieux ne sont pas inaudibles. Ils ont juste appris que parler ne t'atteindra de toute façon pas. » Aurore fit un léger signe de tête et se dirigea vers la station de métro. Julien ne la suivit pas. L'air où il croyait que la poursuivre la ferait revenir était révolu. Le tout premier acte d'expiation qu'il pouvait offrir était de ne pas violer la distance qu'elle avait finalement établie. Cette nuit-là, Aurore s'assit dans l'appartement de Morgane et rédigea son CV. Il y avait un trou flagrant de 5 ans dans son historique professionnel. Dans le passé, elle aurait eu honte de cet espace blanc. Maintenant, sous la section notes supplémentaires, elle énuméra honnêtement la gestion des soins médicaux familiaux, la coordination des événements d'entreprise et familiaux, et l'étude indépendante du design numérique de vêtements. Elle ne romantiserait pas le temps qu'elle avait passé à la maison, et elle ne prétendrait pas non plus que cela n'avait jamais existé. Morgane jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Poste souhaité, designer, ça marche, pensa Aurore un instant, puis supprima le mot et retapa. Assistante designer, je réapprends à partir de zéro. J'ai laissé ma fierté juste à côté de cette alliance. Les deux femmes se regardèrent et éclatèrent de rire. Le lendemain matin, Aurore envoya sa candidature à 5 entreprises. 3 lui renvoyèrent des emails de rejet. Une ne répondit jamais. La dernière entreprise lui envoya un calendrier d'entretien. Aurore lut l'email encore et encore. Sa vie n'avait pas radicalement transformé, mais une seule porte s'était ouverte sous son propre nom. L'entretien d'Aurore eut lieu chez Atelier Nouvelle Étoffe, une entreprise de vêtements de moyenne gamme dont le siège social se trouvait dans le quartier du Sentier à Paris. Il ne fabriquait pas de haute couture de luxe. Il produisait des vêtements sensés et bien faits pour les femmes qui travaillent, vendus principalement dans les grands magasins et en ligne. Diane Dubois, la directrice du design, feuilleta le portfolio d'Aurore en silence complet, de la première à la dernière page. Ces designs datent d'il y a 5 ans. Oui, j'ai récemment appris le dernier logiciel de KO, mais je ne suis pas encore au niveau professionnel.
votre connaissance des textiles modernes est également dépassée. C'est exact. Les questions difficiles continuaient d'arriver. Aurore n'utilisa pas ses anciens prix de design comme bouclier. Elle savait que plus elle gonflerait son image d'avant le mariage, plus son écart de 5 ans actuel semblerait profond. Finalement, Diane demanda « Pourquoi voulez-vous revenir ?» Aurore avala l'objectif professionnel poli qu'elle avait préparé. « Parce que je veux reconstruire ma propre vie de mes propres mains. Je crois que les vêtements que nous portons nous donnent une petite dose de courage pour franchir la porte d'entrée. Pendant longtemps, j'ai perdu le courage de sortir. Alors cette fois, je veux revenir du côté qui le crée. » Diane regarda Aurore longtemps. « Employé contractuel de 3 mois. Votre titre est assistante design. Vous prendrez des ordres d'employés plus jeunes que vous. J'accepte, s'il vous plaît. » La nuit où elle reçut l'appel d'embauche, Morgan l'emmena dans un restaurant de tacos du quartier pour fêter ça. Comme Aurore ne pouvait toujours pas boire d'alcool après son opération, elles trinquèrent avec des verres de soda. L'ancienne madame de Pressbourg recommence en transportant des échantillons de tissu, taquina Morgan. Être une épouse de dirigeant ne compte pas comme expérience professionnelle, mais ça forge le caractère. Coordonner des banquets, gérer des parents difficiles, gérer des crises, être disponible 24h24 et 7j7. La rémunération était cependant terrible. Aurore se surprit à pouvoir plaisanter à ce sujet. Le travail réel, cependant, était bien plus éreintant qu'elle ne l'imaginait. Le premier jour, on ne lui confia pas un nouveau concept de design, mais la tâche de consigner 120 prototypes de vêtements, numéro de SKU, code d'usine de fabrication, ratio d'efficacité des coûts, historique de révision. Les systèmes d'inventaire avaient complètement changé en 5 ans, et le simple fait de trouver les bons menus déroulants à l'écran lui prenait du temps. Philippine, une jeune designer de 26 ans, ne montra aucune pitié. Aurore, les mesures des poignets sur cette fiche technique sont à un demi-pouce près. Si cela va à l'usine de Lyon, tout le lot devra être refait. Je suis tellement désolé. Je vais le réparer tout de suite. Au lieu de t'excuser, prends l'habitude de vérifier les journaux de révision. Le ton de Philippine était glacial, mais elle n'avait jamais tort. Quand Aurore rentra chez elle, elle regarda des tutoriels logiciels en ligne et copia la terminologie de couture moderne dans un carnet. Ses doigts semblaient engourdis et hors de pratique. La première fois qu'elle s'assit à une machine à coudre depuis des années, ses lignes de couture étaient tordues. Une maquette en toile qui lui aurait pris 1 heure dans le passé en prenait maintenant 3. Une nuit, se retrouvant seule dans les toilettes de l'entreprise, les larmes finirent par couler. Quand elle faisait partie de la famille de Pressbourg, les gens la traitaient comme quelqu'un qui ne faisait rien. Mais maintenant qu'elle était de retour sur le marché du travail, elle devait faire face à la réalité qu'elle ne pouvait vraiment rien faire. La confiance passée ne finissait pas la charge de travail d'aujourd'hui. Elle appela Morgan, qui écouta en silence avant de parler. « Tu veux abandonner ? » ?»« Je ne sais pas. Je me sens tellement gêné. Je ne cesse de penser à ce que j'étais capable de faire avant. Arrête de te comparer à l'ancienne Aurore. Si tu peux faire une chose la semaine prochaine que tu ne pouvais pas faire aujourd'hui, c'est une victoire. C'est facile à dire. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi je t'écouterai te plaindre tous les soirs. Le lendemain, Aurore s'inclina devant Philippine et lui demanda de lui enseigner les procédures de travail depuis la première étape. Philippine sembla légèrement surprise. « Ça ne te dérange pas de demander à quelqu'un de plus jeune que toi ? Échouer parce que j'ai prétendu savoir quelque chose me dérange beaucoup plus. » À partir de ce jour, leur dynamique changea légèrement. Philippine resta stricte, mais elle commença à expliquer la raison de ses corrections. Aurore, à son tour, appliqua les compétences de coordination logistique qu'elle avait perfectionnées en gérant un foyer aisé, créant une feuille de calcul principale simplifiée pour les calendriers de retour d'échantillons. L'inventaire manquant du département diminua drastiquement. Même Diane marmonna, ce n'est pas glamour, mais c'est un sauveur. La première proposition de design d'Aurore fut approuvée 6 semaines après son embauche. C'était une robe de ville pour les femmes d'une trentaine d'années. Le concept initial supposait une taille cintrée et des talons hauts. Lors de la séance d'essayage, Aurore remarqua qu'à chaque fois qu'une employée s'asseyait, elle ajustait discrètement le tissu sur son ventre. Pourrions-nous légèrement relever la couture de la taille pour qu'elle ne comprime pas l'abdomen en position assise ? Suggéra Aurore lors de la réunion de design.
Je veux qu'elle soit confortable à porter même les jours où l'on ne se sent pas à 100% ou en convalescence après une intervention médicale. Un jeune représentant commercial masculin ricana. Si nous nous adressons à un groupe démographique aussi spécifique, la silhouette aura l'air ringarde. Aurore pensa à ses propres cicatrices chirurgicales. Après sa sortie de l'hôpital, aucun des vêtements de marque de son placard ne lui semblait supportable sur son abdomen. Ce n'est pas spécifique, affirma Aurore fermement. Opération, cycle menstruel, grossesse, récupération postpartum, soins, épuisement. Très peu de femmes se promènent dans la condition physique exacte d'un mannequin de campagne de mode tous les jours. Être belle ne devrait pas exiger d'endurer silencieusement la douleur. Diane commanda un prototype. La robe finie conserva ses lignes visuelles élégantes, mais le tissu cédait naturellement uniquement lorsque la personne assise. Elle reçut des critiques élogieuses lors des essayages internes et fut approuvée comme exclusivité en ligne. Le nom d'Aurore fut imprimé en petites lettres dans la section designer de la fiche technique. La nuit où elle vit ces minuscules lettres, elle glissa le bracelet de jade de sa mère à son poignet. « Maman, je suis un peu revenue. » Elle parla à l'appartement vide. Des larmes tombèrent, mais ce n'étaient plus les larmes de tristesse qu'elle avait connues. Pendant ce temps, au sein du foyer de Presbourg, l'absence d'Aurore ne se manifesta pas par un chaos opérationnel, mais par un manque de chaleur subtil et glaçant. Les assistants d'entreprise géraient les emplois du temps, mais il manquait les nuances discrètes qu'Aurore avait maîtrisées pendant 5 ans. Un cadeau de félicitations envoyé à un client important était techniquement correct, mais manquait la touche personnelle qui avait autrefois assuré leur fidélité. Les rendez-vous de grand-mère Éléonore étaient respectés, mais personne ne se souvenait de s'enquérir de son inconfort persistant après la thérapie. Chaque fois que Julien claquait, pourquoi personne n'a vérifié 2 fois? Son assistant finissait par répondre, parce que Madame de Presbourg nous envoyait un itinéraire complet auparavant, monsieur. Pour la première fois, Julien réalisa qu'Aurore n'était pas restée assise à la maison. Elle avait été le câblage caché de l'énorme structure corporative de la famille de Presbourg. Ce n'est qu'après que les fils furent coupés qu'il comprit dans combien de pièces elle avait maintenu les lumières allumées. Cependant, réaliser une erreur et pouvoir la défaire étaient 2 choses différentes. Quand Julien ordonna à son personnel de retrouver le nouveau lieu de travail d'Aurore, Éléonore l'arrêta. Avant de la poursuivre, demande-toi si tu en as même le droit. Je veux juste m'excuser. Des excuses n'obligent pas l'autre personne à les accepter. Julien resta sans voix. Aurore, quant à elle, n'avait aucune idée de ce qu'il pensait. Et c'était mieux ainsi. Ses journées étaient remplies de trajets matinaux bondés en métro, de codes de couleurs de tissu, de lignes de couture tordues, de déjeuners avec des collègues, d'applications de pommade sur ses cicatrices, et d'études tard dans la nuit. L'horloge qui avait passé 5 ans à tourner entièrement autour de l'heure de retour de Julien avait enfin commencé à tic-tac pour sa propre vie. 2 mois après la finalisation du divorce, Chloé Sinclair apparut à l'atelier Nouvelle Étoffe. La réceptionniste rappela, « Aurore, il y a une visiteuse pour vous. » Quand Aurore sortit dans le hall, elle trouva Chloé, vêtue d'une robe d'été blanche avec un sac à main beige pâle, assise sur le canapé en cuir comme une page de magazine, disant « Ça fait bizarre de se revoir, n'est-ce pas ? C'est la première fois que nous nous rencontrons vraiment. » Aurore s'assit en face d'elle. « Que puis-je faire pour vous ?» Chloé posa une épaisse enveloppe couleur crème sur la table basse. « Nous organisons un gala de fiançailles le mois prochain. J'aimerais beaucoup que vous soyez là. » Cela ne faisait que 2 mois depuis le divorce. Même si ce n'était qu'un gala de nom, c'était clairement un événement de relations publiques majeur pour signaler l'alliance réparée entre les familles de Presbourg et Sinclair. Aurore ne toucha pas l'enveloppe. « Je n'y assisterai pas. »« Vraiment ? Je pensais que ce serait bien pour vous de le voir de vos propres yeux. » Voir qui Julien attendait vraiment tout ce temps. Le sourire de Chloé était doux, mais les mots étaient parsemés de fines aiguilles. Dans le passé, Aurore aurait été dévastée. Elle aurait eu l'impression qu'on lui disait que ses 5 ans de mariage n'avaient été qu'un obstacle à leur romance épique. Mais les choses étaient différentes maintenant. Mademoiselle Sinclair, êtes-vous incapable de vous sentir la personne choisie à moins que je ne joue le rôle de la femme rejetée ? Le sourire de Chloé se figea. Qu'est-ce que cela est censé signifier ? Si ma misère est la preuve requise de votre bonheur, alors vos fiançailles semblent terriblement fragiles. Vous n'avez pas besoin de faire bonne figure. Dit Chloé sèchement. Je ne fais pas bonne figure. Je n'attends simplement plus Julien.
Aurore repoussa l'enveloppe sur la table. Croyez en l'homme que vous avez choisi et assumez la responsabilité de ce choix vous-même. Ne me faites pas votre public. Chloé se leva, le visage rigide. Avez-vous toujours été comme ça? Pour une fille d'un milieu ordinaire, vous êtes terriblement arrogante. Aurore se leva également. J'ai été élevée dans un foyer ordinaire par une mère qui m'aimait tendrement. Je n'ai absolument rien à avoir honte. Après le départ de Chloé, les mains d'Aurore tremblaient. Elle n'allait pas complètement bien. L'homme qu'elle avait aimé pendant 5 ans rendait publique sa relation avec une autre femme si tôt. Il était impossible que son cœur ne lui fasse pas mal. Philippine lui tendit un gobelet d'eau. Tu vas bien? Juste un peu dépassé. Si ce n'est qu'un peu, va pleurer au stock pendant 5 minutes. Je couvrirai les téléphones. Aurore laissa échapper un rire mouillé et alla réellement au stock pour pleurer. Quand elle eut fini, elle se lava le visage et retourna à la réunion de design de l'après-midi. La guérison, réalisa-t-elle, ne signifiait pas ne plus jamais ressentir de douleur. Cela signifiait que même quand ça faisait mal, on pouvait toujours retourner à son travail, à ses repas et à son sommeil. Quelques jours plus tard, une lettre arriva d'Éléonore. Le nom d'Aurore avait été placé sur la liste des invités potentiels à l'insistance de la famille de Presbourg. Il semblait que Chloé avait livré l'invitation elle-même à l'avance. « Tu n'es pas obligé de venir », écrivit Éléonore de son écriture tremblante. « Ta vie n'existe pas juste pour suivre les rituels de cette famille », termina-t-elle la lettre par un vœu tranchant. « Je ne laisserai jamais Julien oublier exactement ce qu'il a jeté. » Aurore répondit simplement, s'informant de la santé d'Éléonore. Le jour du gala de fiançailles, Morgane lui dit « Allons-y. Tu as lu la lettre. Tu n'es pas obligé d'y aller. » Je ne suis pas obligé, mais une petite partie de moi le veut. Aurore ne pouvait pas donner une réponse parfaitement logique. Elle était terrifiée. Elle sentait que les voir ensemble pourrait la ramener à jouer le rôle secondaire de ses 5 ans de mariage. Mais en même temps, elle détestait encore plus l'idée de se sentir constamment en fuite qu'elle ne détestait qu'il pense qu'elle avait fui. « Puis-je partir à mi-chemin » demanda-t-elle. « Absolument. Je conduis la voiture de fuite » promit Morgane. Aurore portait une robe noire qu'elle avait elle-même dessinée. Elle ne restreignait pas son abdomen, et une seule couture élégante coulait dans le dos. Ce n'était pas une armure, mais c'était un vêtement qui la forçait naturellement à se tenir droite. Le lieu était l'hôtel Ritz Paris. Des cascades florales blanches, des tours de champagne, des cadres de la bourse et des journalistes. Julien se tenait à côté de Chloé, portant un smoking bleu nuit. Au moment où Julien aperçut Aurore, son expression changea. Ce n'était ni de la joie, ni de la colère. C'était le visage d'un homme regardant quelque chose qu'il savait ne pas avoir le droit d'espérer. Chloé avait intentionnellement placé Aurore près du devant. À mi-chemin du banquet, le maître de cérémonie annonça « Et maintenant, nous voudrions inviter mademoiselle Aurore Mercier, une invitée ayant des liens profonds avec le couple, à offrir quelques mots de félicitations. » Un murmure parcourut la salle de bal. Morgane murmura « Tu peux simplement refuser. » Aurore se leva. Elle ne faisait pas cela pour arrêter de fuir. Elle ne faisait pas cela pour vaincre qui que ce soit. Elle refusait simplement de laisser sa propre narration se terminer sous la direction scénique de quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle prit le microphone au pupitre, d'innombrables yeux se posèrent sur elle. « Je suis Aurore Mercier. Je suis l'ancienne épouse de Julien de Presbourg. » La salle de bal tomba dans un silence de mort. « Je suppose que la belle chose à dire serait que je vous souhaite sincèrement à tous les deux le meilleur dans votre nouveau voyage, mais je ne suis pas encore assez noble pour cela. » Le visage de Chloé se raidit. Aurore continua. « Pendant 5 ans, j'ai attendu que quelqu'un se retourne et me regarde. Je pensais qu'attendre était ce que signifiait l'amour. Je pensais qu'offrir mon propre temps était la définition de la loyauté. » Julien retint sa respiration. « Mais un jour, dit Aurore, sa voix ferme, j'ai écouté seul les risques médicaux de ma propre opération, et j'ai signé les formulaires de consentement de mon propre nom. Ce fut le jour où j'ai appris quelque chose. Signez à personne pour venir vous chercher pendant les moments les plus critiques de votre vie, vous devez aller vous chercher vous-même. » Personne n'applaudit. Il savait que le discours n'était pas terminé. Aurore leva légèrement son verre, sa posture impeccable sous les lumières de la salle de bal. «
Je me tiens ici ce soir non pas comme un souvenir de la famille de Presbourg, mais comme Aurore Mercier. Je souhaite à Julien et Chloé l'avenir qu'ils ont méticuleusement planifié pour eux-mêmes. Que cela leur apporte tout ce qu'ils croient mériter. Elle reposa son verre avec un léger clic. Quant à moi, mon histoire avance enfin sous mon propre nom. Elle se retourna pour faire face à la vaste salle de bal. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour porter un toast de félicitations en tant qu'ancienne épouse. Je suis venu en tant qu'Aurore Mercier pour mettre un point final à mon passé. Vous deux construirez votre avenir et je construirai le mien. Elle posa le microphone et fit une légère révérence. La première personne à applaudir fut Éléonore. Elle frappa ses mains âgées l'une contre l'autre dans un rythme lent et délibéré. Puis Morgane, puis Diane, qui avait également été invitée, et d'autres femmes dans la foule. Les applaudissements se propagèrent, devenant plus forts. Aurore quitta la scène. Julien tenta de la suivre, mais Éléonore frappa sa canne sur le tapis. Reste juste à côté de Chloé aujourd'hui. Arrête de fuir les endroits que tu as choisis pour toi. Aurore sortit de la salle de bal sans regarder en arrière. L'air nocturne sur les Champs-Élysées était doux. Morgane la rattrapa et elles s'assirent ensemble sur un banc près du jardin du Luxembourg. Les genoux d'Aurore tremblaient. C'était terrifiant, souffla Aurore. Oui, mais tu vas bien maintenant. Morgane passa silencieusement un bras autour de ses épaules. Pour la première fois, Aurore n'eut pas l'impression d'avoir gagné. Elle sentit juste qu'elle n'avait plus à prouver qu'elle n'avait pas perdu. 3 jours après le gala, un forum de potins anonymes et plusieurs comptes de tabloïds publièrent un article à charge ciblant Aurore. L'ex-femme d'un riche héritier s'écrase au gala de fiançailles exigeant une réconciliation. La grimpeuse de la classe moyenne s'accroche au nom de Presbourg après le divorce. Son retour de carrière n'est-il qu'un coup de pub? L'article présentait une photo d'Aurore assise seule dans un couloir d'hôpital, une autre d'elle dans un métro bondé, et un cliché d'elle rencontrant Chloé à l'extérieur de l'atelier Nouvelle Étoffe. Quand Aurore vit la photo de l'hôpital, son sang se glaça. C'était une photo d'elle attendant devant la salle d'opération le jour où sa tante Marthe Mercier s'était effondrée suite à une hémorragie cérébrale. La liste des personnes qui savaient qu'elle était là était incroyablement courte. Quelqu'un l'avait intentionnellement suivie. Les mains d'Aurore tremblaient de rage. C'était Chloé, n'est-ce pas? Dit Morgane. Allons à la police et chez un avocat. Garde d'abord toutes les preuves. Aurore contacta Maître Dubois et enregistra chaque article, horodatage, compte amplificateur et commentaires. Maître Dubois se prépara immédiatement à émettre des demandes de suppression et à demander la divulgation des adresses IP des auteurs. Vous avez le droit de garder le silence, conseilla Maître Dubois. Cependant, si vous le faites, la caricature qu'ils ont construite de vous sera la seule chose qui restera dans l'œil du public. Je suis d'accord. Dit Aurore. Elle ouvrit son propre compte de médias sociaux. Elle tapa un court titre. Mon mariage passé est une question de record, mais ce n'est pas mon identité. Je refuse d'être définie comme une note de bas de page dans la biographie de quelqu'un d'autre. Je suis Aurore Mercier, une designer qui reconstruit sa carrière à partir de zéro. Elle ne détailla pas chaque détail de ses 5 ans de mariage. Exposer sa vie privée à Internet pourrait facilement devenir une nouvelle blessure. Elle énonça simplement les faits, l'absence de son mari pendant les dernières heures de sa mère. Le fait que le jour de son opération, son mari, son contact d'urgence, qui avait promis de venir la chercher, soit allé à l'aéroport de Roissy à la place, qu'elle ait écouté le briefing médical seule et signé les formulaires elle-même. Qu'elle ait recommencé à travailler après son divorce et qu'elle réapprenne actuellement son métier d'assistante designer. Enfin, elle écrivit « J'étais l'épouse de Julien de Presbourg, mais je refuse que ce fait soit la première phrase utilisée pour décrire qui je suis aujourd'hui. Je suis Aurore Mercier. Je suis quelqu'un qui vient de retourner dans l'industrie du vêtement. Je fais beaucoup d'erreurs et tous les jours ne se passent pas sans accroc. Je suis allé à ce gala de fiançailles non pas pour supplier une réconciliation, mais pour reprendre la fin de ma propre histoire des mains d'autres. Je n'attends plus l'appel de personne. » Elle joignit des captures d'écran expurgées des messages textes du jour de son opération, la preuve de son divorce finalisé et une partie floue de ses dossiers hospitaliers. Après l'avoir posté, Aurore posa son smartphone face contre terre sur le bureau. Elle était terrifiée de vérifier les notifications. Elle n'avait pas écrit cela pour pêcher la sympathie, mais cela ne signifiait pas que lire des commentaires et ne ferait pas mal.
Quelques heures plus tard, Diane l'appela dans la salle de conférence. L'entreprise n'a aucune intention de laisser cela affecter votre emploi ici, dit Diane. Cependant, nous devrons peut-être répondre aux questions de nos partenaires de vente au détail. Je suis tellement désolé pour le problème, dit Aurore. Ne t'excuse pas, mais es-tu prête à prouver par ton travail réel que tu n'as pas obtenu ce poste uniquement grâce à la notoriété virale? Je le suis. Diane hocha la tête. Bien. Je te charge de la ligne collaborative d'automne. Le groupe démographique cible est les femmes de 30 ans et plus. Le thème original était la femme de la bonne société élégante. Aurore regarda le brief et leva la tête. Je ne veux pas concevoir pour une épouse. Je veux concevoir pour une femme, en particulier le mariage, le divorce, les soins, la maladie, les changements de carrière. Le titre d'une femme adulte change constamment, mais ses vêtements ne devraient pas être définis par sa relation avec quelqu'un d'autre. Je veux renommer la ligne « Redémarrer ». Diane plissa les yeux, pas « Renaissance ». Renaissance implique que vous vous transformez comme par magie en une toute nouvelle personne d'un seul coup. La réalité est beaucoup plus maladroite. Vous vous arrêtez. Vous revenez en arrière. Vous vous arrêtez à nouveau. Mais vous forcez les engrenages à avancer quand même. Je veux des vêtements qui reflètent cela. Le projet fut approuvé. Pendant ce temps, le message d'Aurore se répandait comme une traînée de poudre. Il est allé chercher sa petite amie de lycée pendant que sa femme était opérée. La traiter de chercheuse de gloire juste pour avoir un travail normal est insensé. La phrase « pas une ancienne épouse, mais une designer » a touché une corde sensible. Ce n'était pas seulement de la sympathie. La boîte de réception d'Aurore fut inondée de longs messages de femmes ayant vécu des expériences similaires. Des femmes qui avaient quitté leur emploi à cause de la mutation de leur mari. Des femmes qui avaient passé une décennie hors du marché du travail à s'occuper de personnes âgées. Des femmes qui avaient cessé de porter les vêtements qu'elles aimaient parce qu'elles étaient gênées par des cicatrices chirurgicales. Aurore ne put pas toutes leur répondre, mais elle lut chacune d'elles, transférant leurs mots dans son carnet de design. Je suis terrifié par les vêtements qui serrent ma taille à chaque fois. Chaque fois qu'un intervieweur me pose des questions sur mon trou dans mon CV, j'ai l'impression d'être accusé de paresse. Je veux juste être appelé par un nom qui n'est pas maman ou épouse. Redémarrer n'était plus juste la garde-robe de vengeance personnelle d'Aurore. À peu près au même moment, le service des relations publiques des entreprises de Pressbourg fut submergé de demandes de la presse. Julien lut le message d'Aurore encore et encore. Son propre court message texte restait à l'écran, une preuve froide et irréfutable. À l'époque, il pensait honnêtement qu'Aurore était assez forte pour gérer l'hôpital seule. Non pas parce qu'elle était réellement invincible, mais parce qu'il s'était tellement habitué à exploiter son soutien qu'il avait complètement perdu la capacité de voir sa vulnérabilité. Une enquête interne révéla que l'agence de relations publiques à l'origine de la campagne de dénigrement était directement liée au manager personnel de Chloé. Les photos de l'hôpital avaient été prises par un détective privé engagé par Chloé. Julien entra dans la boutique de robes de mariée où Chloé faisait un essayage et laissa tomber le dossier d'enquête sur la table. « Pourquoi as-tu fait suivre Aurore ?» Au début, Chloé fit l'innocente. Puis elle blâma son personnel. Finalement, elle s'effondra, criant en larmes. Chloé rencontra son regard, son expression se durcissant alors que la façade délicate s'écroulait. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger notre position, Julien. » Aurore instrumentalisait son récit pour embarrasser ta famille et saper cette fusion. Si j'ai surveillé ses mouvements, ce n'était que pour m'assurer qu'elle ne ruinerait pas tout ce pour quoi nous avions travaillé. Ne me donne pas de leçons de morale alors que tu as bénéficié de mon silence pendant 7 ans. En l'écoutant, Julien réalisa que ces mots ressemblaient étrangement aux sentiments qu'il nourrissait autrefois envers Aurore. Chloé ne l'aimait pas réellement. Elle avait juste désespérément besoin de prouver que le récit de son attente toutes ces années avait été le bon. « Les fiançailles sont annulées, » dit Julien. La couleur quitta le visage de Chloé. « À cause d'Aurore ? » Non. Parce que j'ai passé toute ma vie à blâmer mes choix sur d'autres personnes. Je t'ai attendu. Hurla Chloé. Cela ne te donne toujours pas le droit de détruire quelqu'un d'autre. C'étaient les mots exacts que Julien aurait dû dire à Aurore il y a des années. Chloé jeta son voile de mariée par terre et sortit en trombe. Julien ne la poursuivit pas.
Il commençait enfin à comprendre la différence entre ne pas poursuivre quelqu'un par négligence et ne pas poursuivre quelqu'un pour respecter ses choix. La nouvelle de la rupture des fiançailles ne resta pas confinée aux familles de Presbourg et Saint-Clair. La section hostile de Vive des Échos nota des nuages sombres sur la fusion dynastique. Tandis que les magazines à scandale alignaient avec joie la chronologie du divorce d'Aurore et le désastre du gala, Aurore ne lut pas les articles. Lorsque Maître Dubois l'informa que le camp de Chloé était disposé à supprimer les publications diffamatoires et à présenter des excuses publiques, Aurore répondit simplement « Veuillez procéder aux démarches légales nécessaires ». Elle ne tirait aucune joie de la perte des fiançailles de Chloé. Si quelqu'un d'autre devait tomber pour qu'elle avance, elle serait toujours piégée dans leur récit. Pour l'instant, Aurore était devant une montagne de prototypes de redémarrer. La première ébauche était un échec. Dans le but d'éviter d'exercer une pression sur l'abdomen, elle avait tellement augmenté le volume de tissu que les mannequins semblaient porter des vêtements de grossesse. La deuxième ébauche avait des lignes d'épaules si agressives qu'elle ressemblait à une armure tactique. Philippine fut directe. Si un vêtement nécessite un paragraphe expliquant le concept avant que le client ne puisse voir pourquoi il est bon, il échoue en tant que produit. Aurore n'eut aucun contre-argument. Elle avait tellement essayé de représenter des femmes ayant survécu à des expériences douloureuses qu'elle forçait les vêtements à porter le poids du récit. Les vêtements ne sont pas des étiquettes expliquant votre traumatisme. Ils doivent être quelque chose que vous pouvez naturellement attraper. Que vous ayez une journée terrible ou une journée complètement ordinaire, Aurore démolit le concept et recommença. Pendant ses jours de congé, elle et Morgane visitèrent les galeries Lafayette, Carrefour et des boutiques, observant discrètement ce que les femmes de 30 à 60 ans vérifiaient en sortant des cabines d'essayage. Mes bras sont trop exposés. C'est serré autour de mon ventre quand je m'assois. Les poches sont inutiles. Cette veste est trop lourde. Je ne peux pas la porter avec des baskets, et je dois courir pour récupérer mes enfants. Il n'y avait pas de déclaration dramatique de traumatisme. Il n'y avait que les petits inconvénients quotidiens de la vie. Aurore les recueillit un par un. Elle conçut un chemisier à fermeture frontale facile à enfiler, même pour quelqu'un qui se remettait d'une opération à l'épaule. Elle ajouta de profondes poches cachées à l'intérieur des blazers, assez grandes pour un smartphone et des cartes médicales. Elle incorpora des cordons de serrage subtils et ajustables dans les ceintures des robes qui ne gâchaient pas la silhouette. Elle divisa la palette de couleurs en 3 niveaux, un gris vaporeux, un ton camel proche de la lumière du matin, et un noir profond entrelacé de fines broderies dorées afin que la silhouette du porteur ne disparaisse pas dans l'obscurité. Est-ce une progression de la faiblesse à la force ? Demanda un représentant commercial. Aurore secoua la tête. Ce n'est pas une hiérarchie de la force. Les jours gris et les jours noirs appartiennent à la même personne. Certains jours, on veut disparaître. D'autres jours, on veut marcher fièrement. Je ne veux simplement pas que leurs vêtements entravent ce choix. Diane lut le projet révisé et nomma officiellement Aurore chef de projet. Donner ce titre à un travailleur contractuel est sans précédent. Diane avertit. Si cela échoue, ce sera à vous d'expliquer pourquoi au conseil d'administration. Je comprends, dit Aurore. Elle ressentait plus de terreur que d'excitation. Si elle échouait, les gens diraient qu'une ancienne femme au foyer avec un écart de 5 ans ne pouvait pas s'en sortir. Ils riraient, affirmant qu'elle avait juste utilisé la notoriété d'Internet pour un coup de marketing. À peu près à ce moment-là, tante Marthe s'effondra. Pendant sa pause déjeuner, Aurore reçut l'appel de l'hôpital. Elle laissa tomber ses baguettes et courut au métro. Marthe était la sœur de sa mère. Même après qu'Aurore eut quitté le domaine de Presbourg, Marthe était celle qui lui avait dit « Si jamais tu n'as plus d'endroit où aller, je te donnerai une clé de ma maison. » Hémorragie cérébrale. Chirurgie d'urgence. Quand Aurore arriva à l'hôpital, le fils de Marthe, Clément, tremblait devant la salle d'opération. « Aurore, maman allait très bien ce matin. » Elle a juste soudainement cessé de pouvoir parler. Aurore serra les mains de Clément. « Je ne peux pas promettre que tout ira bien, mais je t'attendrai ici. » Pendant les 4 heures de chirurgie, Aurore ne regarda pas son téléphone une seule fois. Si elle était encore au domaine de Presbourg, elle aurait agonisé sur l'emploi du temps du dîner de Julien et son heure d'arrivée. Maintenant, elle était entièrement présente pour sa propre famille. Au moment où le chirurgien sortit et dit que l'opération était un succès, Clément fondit en larmes. Aurore s'appuya contre le mur, sentant toutes ses forces l'abandonner.
Le couloir de l'hôpital sentait exactement comme le jour où elle s'y était assise seule après sa propre opération. Désinfectant, linge chaud. Le café rassis de l'infirmière de nuit, mais cette fois Clément était assis à côté d'elle. On ne peut jamais complètement effacer la douleur de quelqu'un, pensa Aurore. Mais on peut s'asseoir à côté d'eux pendant que ça fait mal. Le lendemain, Julien apparut à l'hôpital. Il avait appris la nouvelle de Clément et avait apporté un panier cadeau somptueux pour Marthe. En le voyant dans le couloir, le cœur d'Aurore ne battait plus comme avant. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, dit Julien, tu peux utiliser le réseau médical de Presbourg. »« Je fais confiance à son médecin traitant, » répondit Aurore. « Mais j'apprécie l'attention. »« Aurore, pouvons-nous parler un instant ? Nous sommes à l'hôpital de ma tante. » Julien s'arrêta. Aurore remarqua l'épaisse enveloppe cartonnée qu'il tenait. C'était une proposition pour une nouvelle initiative de soins de santé sous la fondation de Presbourg. « Est-ce pour les patients ? demanda-t-elle. « Oui, je veux établir un programme de subvention qui subventionne les soins domestiques post-opératoires et le transport. Ton expérience m'a fait réaliser qu'il y avait un manque. » Aurore prit le dossier. « Veuillez établir le programme, non pas comme un monument à votre remords, mais pour les personnes qui en ont réellement besoin. »« Je sais, dit-il. »« Non, vous ne savez pas. Mais je pense que vous êtes en train d'essayer de le faire. » C'était une évaluation stricte, mais la voix d'Aurore ne contenait aucune malice. Julien hocha la tête. « Vous avez raison. » Après son départ, Clément s'approcha en tenant 2 sodas du distributeur automatique. Alors c'était l'ex-mari. « Veut-il se remettre avec toi ? Il pense peut-être que oui, mais moi non. »« Le détestes-tu ? » Aurore réfléchit un instant. « Je ne le déteste pas assez pour vouloir le garder près de moi. » Clément sembla confus, mais pour Aurore, la réponse était parfaitement juste. 2 semaines plus tard, Marthe fut transférée dans un service général pour commencer la kinésithérapie. Elle avait une légère paralysie de la main droite et sa parole était lente. Quand Aurore apporta les prototypes de redémarrer pour les lui montrer, Marthe sentit le tissu de sa main gauche. Facile à porter. Vraiment, les boutons sont grands. Bien. Aurore pleura sur le champ. Un seul avis d'une personne qui avait réellement besoin du vêtement la fonda en tant que designer bien plus que n'importe quelle théorie de mode de haut concept n'aurait pu le faire. Elle modifia les blouses à fermeture frontale pour que les boutons puissent être facilement manipulés d'une seule main. Elle ne le commercialisa pas comme vêtement adaptatif pour les malades. Elle l'intégra harmonieusement dans la ligne principale comme un design universellement pratique. Redémarrer n'était plus une collection de vêtements pour cacher des blessures. C'est devenu une ligne de vêtements pour les personnes dont le corps et les rôles changeaient au milieu de leur vie, les aidant à sortir en ayant toujours l'air d'elles-mêmes. Le lancement de la collection Redémarrer eut lieu à la fin de l'automne. Le lieu n'était pas un hôtel luxueux de Paris, mais un entrepôt d'imprimerie rénové à Belleville, destiné à la démolition. Poutres apparentes, murs en béton, et une seule ligne blanche et nette peinte au milieu du sol. « Vous utilisez un bâtiment en ruine tel quel ? demanda Morgane, levant les yeux au plafond. « Il n'est pas en ruine. Il a juste changé de fonction, dit Aurore. C'est ça. C'est ça. » Place à la citation profonde du designer. Aurore rit. Les mannequins n'étaient pas seulement les jeunes femmes minces habituelles. Il y avait une cadre commerciale de 32 ans, une infirmière de 45 ans et une libraire de 58 ans. À sa propre demande, une femme légèrement paralysée, comme tante Marthe, a également participé au défilé. Il y avait eu des réticences en interne. Cela dilue l'image de marque. Cela ressemble à une publicité de santé publique. Même si cela obtient une bonne presse en ligne, nous ne savons pas si cela se traduira par des ventes. Aurore écouta toutes les objections et n'essaya pas de les balayer avec émotion. Elle présenta les ventes projetées, les paliers de prix, les chiffres de précommande et les données des groupes de discussion. « Je n'utilise pas la diversité comme un simple habillage, » dit Aurore au conseil. « Je construis une chaîne d'approvisionnement et un prix que les personnes qui ont réellement besoin de ces vêtements peuvent se permettre. » La veille du défilé, l'usine de Lyon appela, l'expédition des vestes noires phares était retardée. Une tempête massive avait perturbé la logistique et il y avait une chance qu'elle n'arrive pas avant le matin de l'événement. L'ancienne Aurore aurait essayé de supporter la panique entièrement seule, terrifiée d'importuner qui que ce soit. Cette fois,
elle ne le fit pas. J'informe tout le monde. Aurore annonça à son équipe, déterminons un ordre de défilé alternatif. Philippine reconfigura les présentoirs. Les représentants commerciaux se rendirent chercher tous les échantillons de salles d'exposition disponibles. Morgane prolongea la boucle de présentation vidéo et Diane géra les communications avec les acheteurs. À 2 heures du matin, Aurore était assise sur le sol en béton du lieu, mangeant un sandwich de bodega. J'étais tellement mauvaise pour demander de l'aide. Aurore dit. Philippine s'assit à côté d'elle, sirotant une tasse de soupe instantanée. Tu n'es toujours pas très douée pour ça. Ton visage criait littéralement, c'est de ma faute. Mais tu as réellement communiqué la crise, alors tu passes. Elles rirent toutes les deux. À 6 heures du matin, le camion de livraison arriva. Tout le personnel effectua des contrôles qualité, accrochant la dernière veste sur le portant 15 minutes avant l'ouverture des portes. Le public était rempli d'acheteurs, de journalistes de mode et de clients réguliers. Beaucoup avaient découvert la marque grâce au message viral d'Aurore. Mais ce qu'ils voyaient aujourd'hui n'était pas son passé. C'étaient les vêtements. La musique commença. Le premier mannequin sortit, la blouse gris brouillard, la robe camel du matin, le blazer noir avec la broderie dorée frappante à l'intérieur du revers. Les femmes ne marchaient pas avec des regards glacés parfaits. L'une avait l'air un peu nerveuse. Une autre sourit à sa famille dans la foule. Le mannequin atteint de paralysie partielle déboutonna lentement ses boutons d'une main en marchant, révélant la blouse en dessous. Des applaudissements spontanés éclatèrent dans la foule. Debout dans les coulisses, Aurore sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle serra fermement son presse-papier jusqu'à la fin. Pour le final, Diane poussa Aurore par derrière. « Va-y. Je suis strictement en coulisses, protesta Aurore. Aujourd'hui est le jour où tu mettras ton nom sur ton travail. Vas-y. » Vêtue de son propre tailleur noir, Aurore s'avança sur la ligne blanche. Au premier rang, elle vit Morgane, tante Marthe, Clément et Philippine. Éléonore était là en fauteuil roulant, et debout tout au fond de l'entrepôt se trouvait Julien. Aurore le vit, mais elle ne rompit pas sa démarche. Elle prit le microphone au centre du podium. J'ai nommé cette collection Redémarrer. La renaissance est un beau concept, mais en réalité, les personnes qui doivent recommencer ne se réveillent pas le lendemain comme une personne complètement différente. Certains jours, vos cicatrices vous font mal. Certains jours, vous vous comparez à qui vous étiez et tombez en dépression. Vous retournez au travail, vous faites des erreurs, vous rentrez chez vous et pleurez, et le lendemain matin, vous reprenez le métro. Plusieurs femmes dans le public hochèrent la tête. Redémarrer ne signifie pas prétendre que rien ne s'est jamais cassé. Cela signifie reconnaître le fait que vous vous êtes arrêté et forcé les engrenages à avancer quand même. Aurore regarda tante Marthe. L'épouse, la mère, la fille, la patiente, la soignante de quelqu'un. Ce sont tous des titres vitaux. Mais avant tout cela, il y a juste une personne. J'espère que ces vêtements serviront non pas de costume pour jouer ces rôles, mais d'armure pour la personne elle-même pour sortir. Les applaudissements durèrent longtemps après qu'elle ait terminé. Les précommandes du défilé ont doublé les attentes. Les blouses à fermeture frontale et les robes ajustables se sont vendues rapidement. Aurore a reçu des messages d'acheteurs. Pour la première fois depuis mon opération, j'ai pu choisir ma propre tenue au lieu d'un vêtement médical. J'ai porté ça à mon premier entretien d'embauche depuis des années. Le contrat d'Aurore a été converti en temps plein, et elle a officiellement reçu le titre de chef de projet design. Diane lui a remis la lettre de promotion et a dit, « Ton histoire malheureuse n'a pas vendu ses vêtements. Tu as traduit ton histoire en une forme tangible que d'autres personnes pouvaient réellement porter. C'est pourquoi ils se sont vendus. » Aurore a chéri ces mots. La semaine après le défilé, Julien a demandé une réunion. Il ne s'est pas contenté de se présenter devant son bureau. Il a envoyé une demande formelle pour une date et un lieu par l'intermédiaire de Maître Dubois. Aurore l'a rencontré pendant sa pause déjeuner dans un café près de son bureau. Julien n'a pas apporté de fleurs ni de bijoux. Il n'a apporté que la documentation finalisée pour la subvention de soins médicaux de la Fondation de Presbourg, assistance domestique, subvention de transport, hébergement à court terme, accompagnateur pour la sortie d'hôpital pour les patients sans contact d'urgence. Les opérations seraient externalisées à des organisations à but non lucratif vérifiées. Aurore a lu le dossier. C'est un bon programme.
Je veux le nommer d'après toi. S'il te plaît, non, répondit Aurore instantanément. Ce n'est pas un mémorial à tes excuses. Assure-toi que les personnes utilisant ces fonds n'ont pas apporté le poids des problèmes de la famille de Presbourg. Compris. Julien recula sans argument. Aurore, peu importe le nombre de fois que j'y pense, je ne peux pas pleinement imaginer ce que ce fut pour toi de signer ces papiers seul ce jour-là. Tu n'as pas à pouvoir l'imaginer. Mais le fait que tu essaies de comprendre est suffisant. Aurore reposa sa tasse de café. Comprendre quelqu'un et retourner vers lui sont deux choses différentes. Je sais. Julien se tut un long moment, disant « J'essaie de comprendre » est l'affirmation la plus précise. Aurore fit un faible sourire. L'ancien Julien aurait audacieusement déclaré qu'il avait complètement compris. Maintenant, il était prêt à admettre ce qu'il ne savait pas. Ce changement était probablement sincère, mais ce n'était toujours pas une raison de se remettre ensemble. « Veuillez aller de l'avant avec la subvention, dit-elle. Je ne siégerai pas au conseil, mais je peux vous présenter une organisation à but non lucratif qui défend les droits des patients. Merci. C'est strictement professionnel, donc. Pour la première fois, un sujet qui n'appartenait pas au passé était placé entre eux. Alors qu'il se levait pour partir, Julien demanda « Es-tu heureuse en ce moment ?» Aurore y réfléchit. Je n'ai plus besoin d'utiliser mon bonheur pour prouver que mon divorce était la bonne décision. Julien baissa les yeux. Il y a des jours où je suis épuisé et des jours où je déteste mon travail, continua Aurore. Il y a des jours où mes cicatrices me font mal, mais c'est ma vie. Je ne la vis pas pour te faire regretter de m'avoir perdu. Je vois. Oui. Aurore retourna vers son bureau. Julien ne la poursuivit pas. Il la regarda jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse dans la foule parisienne, puis baissa les yeux sur les notes manuscrites d'Aurore concernant la proposition de subvention. Ne pas exiger de gratitude ni demander aux bénéficiaires de partager leur traumatisme en échange d'un financement. L'aide n'est pas une dette. Cela ressemblait beaucoup à un conseil qui lui était destiné. Suite au succès de Redémarrer, le nom d'Aurore devint un aimant à opportunité. Les magazines demandaient des interviews. Les organisateurs de conférences lui demandaient de parler sur le thème d'un retour glamour après un divorce, et une émission de télévision diurne proposait un segment la mettant en vedette. Aurore refusa presque tout. Mon divorce fait partie de mon histoire, mais ce n'est pas mon expertise professionnelle. L'équipe de relations publiques de l'atelier Nouvelle Étoffe semblait frustrée. Vous devriez capitaliser sur le battage médiatique pour renforcer votre profil tant que vous le pouvez. Ce serait un énorme avantage si vous vouliez un jour lancer votre propre marque. Je veux construire quelque chose qui dure même après que le battage médiatique se soit estompé. Diane respecta sa position, mais lui donna une dose de réalité. On ne peut pas faire fonctionner une ligne de vêtements avec de beaux idéaux seulement. Revenus, inventaire, masse salariale. Si vous envisagez de vous lancer seul, ne fuyez pas les chiffres. Aurore fut surprise. Vous savez, je pense à partir. Vous avez l'air de quelqu'un qui complote une sortie. Aurore ne put le nier. Parmi les messages affluents à propos de Redémarrer, il y avait un nombre croissant de femmes demandant de l'aide pour se préparer à réintégrer le marché du travail. Que dois-je mettre sur mon CV? Mon corps a changé. Que dois-je porter? Je suis paralysé par la peur la veille d'un entretien. La gamme de produits d'une entreprise de vêtements ne pouvait pas les accompagner si loin. En même temps, Aurore ressentait une profonde gratitude envers l'atelier Nouvelle Étoffe. Devenir indépendante n'était pas une remise de diplôme glamour. Cela signifiait abandonner un salaire stable, son équipe et des connexions établies avec des usines. Elle passa un an à se préparer. Elle suivit des séminaires le week-end sur la gestion de petites entreprises et rédigea un plan financier. Elle visita des usines en Rhône-Alpes, apprenant les limites strictes de la production en petite série. Elle et Morgane se disputaient constamment sur le budget publicitaire. Si nous n'achetons pas de visibilité dans les 6 premiers mois, nous sommes morts, arguait Morgane. Si nous réduisons trop les marges, nous devons augmenter les prix. Si nous faisons faillite en essayant d'être bon marché, nous ne pouvons aider personne. Je n'essaie pas de gérer une œuvre de charité, cria Aurore avant de s'arrêter. Aider semble si condescendant. Je veux juste construire un endroit où les gens ont des options. Morgane croisa les bras, alors construis une entreprise qui paie réellement les gens qui leur offrent ces options. Elles ne se parlèrent pas pendant 3 jours.
Le 4e jour, Morgan arriva avec un plan d'affaires révisé. Dépenses publicitaires échelonnées. Vous ajustez le coût des marchandises pour correspondre à la réalité. Comment ça va? Aurore inclina la tête. S'il te plaît, sois ma cofondatrice. C'était le plan depuis le premier jour. Quand Aurore remit sa démission, Diane n'essaya pas de l'arrêter. Tu pourrais rester et viser un poste de directrice ici. Je dois quand même partir. Je sais. Le fait que tu aies appris à survivre ici signifie que tu es prête. Diane s'arrêta, un rare sourire traversant son visage. Mais je ne vais pas te faire le cliché où tu peux toujours revenir si tu échoues. Si les gens pensent avoir un filet de sécurité, ils détournent le regard de leurs erreurs. Si tu échoues, regarde directement la raison pour laquelle. Le travail n'est pas un examen final. Ce ne sont que d'interminables corrections quotidiennes. Le dernier jour, Philippine lui tendit une paire de ciseaux à tissu vintage. Je les utilisais quand j'étais stagiaire. Ils sont fraîchement aiguisés. Ils sont importants pour toi? Demanda Aurore. C'est exactement pourquoi je te les donne. Tu essaies toujours de tout couper toi-même à main nue. Utilise-les quand tu en as besoin. Aurore rit en pleurant. Elle nomma sa nouvelle marque l'Aube Nouvelle. Elle ne voulait pas attendre que la longue pluie se termine complètement. Elle voulait chérir les brefs moments où la lumière perçait les nuages. Elle voulait fabriquer des vêtements qui permettaient aux gens de sortir, même si ce n'était que pour cette brève fenêtre de lumière. Leur première boutique était une ancienne teinturerie réaménagée dans un quartier de Belleville. Elle mesurait à peine 37 mètres carrés et n'avait qu'une seule cabine d'essayage. La petite arrière-boutique était réservée aux consultations de CV et aux ateliers. Le lancement fut tout sauf simple. L'usine qu'ils avaient contractée donna la priorité à une commande d'entreprise massive et retarda leur livraison d'1 mois. Les coûts de rénovation dépassèrent l'estimation de 20 000 €. La passerelle de paiement de la boutique en ligne s'écroula le jour de l'ouverture. Le premier jour d'ouverture, ils eurent 11 clients en personne. Ils firent exactement 3 ventes. Morgan baissa le rideau de fer. C'était moins que prévu. Oui. Ne regarde pas la feuille de calcul d'inventaire, dit Aurore. Après la fermeture, elles s'assirent toutes les deux par terre en mangeant des sandwichs de bodega. Aurore vérifia les chiffres de la caisse encore et encore. Ce n'était pas une indépendance glamour. Le loyer était dû tous les mois. Les salaires du personnel étaient en attente. Les vêtements invendus n'étaient pas des idéaux. C'étaient juste des numéros de SKU qui prenaient la poussière. Aurore commença à discuter longuement avec les femmes qui entraient dans la boutique. C'est beau, mais je n'ai nulle part où porter ça en dehors d'un bureau. La cabine d'essayage est trop étroite pour ma canne. Je veux suivre l'atelier de carrière, mais je me sens coupable si je n'achète pas une robe. Elle ne pouvait pas se permettre de rénover le magasin. Alors, Aurore loua une salle au centre communautaire local 2 fois par mois pour organiser des ateliers de stylisme et de carrière. Elle précisa que l'achat de vêtements n'était pas obligatoire, et elle s'associa avec une conseillère en carrière et une spécialiste des ressources humaines. Seules 6 personnes se présentèrent à la première session. Marine, une ancienne vendeuse de 41 ans, était sortie du marché du travail pendant 9 ans pour élever 2 enfants seuls. Je n'ai rien fait depuis si longtemps, dit Marine lors des présentations. Qu'avez-vous fait exactement ces 10 dernières années? Demanda Aurore. Juste élever des enfants et m'occuper un peu de mon beau-père. Gérer ses rendez-vous à l'hôpital, ses médicaments, les emplois du temps scolaire des enfants, le budget du ménage, naviguer dans les drames familiaux. Exactement. Ce n'est pas parce que ça ne venait pas avec un bulletin de salaire que vous n'utilisiez pas des compétences de haut niveau. Les larmes montèrent aux yeux de Marine. Aurore continua. Cependant, le simple fait d'écrire gestion du foyer sur un CV ne garantit pas magiquement un emploi. Vous devez réapprendre les logiciels et la terminologie actuelle de l'industrie. Asseyons-nous et examinons quelles compétences vous avez gardées affûtées et celles que vous devez rattraper. Ce n'était pas seulement un encouragement aveugle. C'était une stratégie concrète. Marine hocha la tête et 3 mois plus tard, elle fut embauchée comme gestionnaire de contrat dans une société immobilière commerciale. Une autre participante échoua son entretien. Aurore s'assit avec la femme dévastée, analysant pourquoi elle avait été rejetée et l'aidant à trouver la prochaine annonce. Toutes les histoires n'avaient pas un dénouement magique immédiat.
Et cette réalité était profondément importante pour Aurore. Sa propre vie ne s'était pas résolue comme par magie le jour où elle avait déposé ses papiers de divorce. Il y avait des jours où ses incisions la faisaient souffrir. Des jours où elle voulait abandonner. Des nuits où elle ne pouvait pas dormir en regardant les frais généraux. C'est pourquoi elle ne leur avait jamais promis que le courage garantissait le succès. Le courage n'empêche pas l'échec. Mais je veux construire un système où échouer ne vous fait pas vous sentir inutile, leur dit Aurore. 6 mois après l'ouverture, l'Aube Nouvelle a enfin atteint le seuil de rentabilité. La subvention médicale de la Fondation de Presbourg avait également été lancée. Aurore n'avait aucune implication dans les opérations, mais l'organisation à but non lucratif lui envoyait des formulaires de feedback anonymes. Avoir un accompagnateur le jour de la sortie m'a fait me sentir en sécurité. La semaine de livraison de repas signifiait que mes enfants n'avaient pas à se soucier de cuisiner. Je suis tellement reconnaissante que cela n'ait pas requis mon nom sur une brochure de relations publiques. En lisant la dernière phrase, Aurore hocha la tête calmement. Julien avait tenu parole. Ni son nom ni celui d'Aurore n'apparaissaient nulle part dans le marketing de la subvention. À peu près à ce moment-là, Éléonore envoya une épaisse enveloppe. À l'intérieur se trouvait une copie d'un avenant au testament de Nathaniel de Presbourg. Nathaniel avait en effet tenté de laisser à Aurore une partie de la fiducie familiale. Aurore l'avait refusé lors du divorce. Éléonore écrivit, « Nathaniel ne t'a pas laissé cela parce que tu étais une épouse de Presbourg. » Il se souvenait de la jeune femme qui lui avait sauvé la vie dans une station de métro, intervenant pour aider une étrangère sans qu'on le lui demande. « Je respecte ta décision de le refuser, mais je veux que tu saches que tu n'es pas quelqu'un qui a quitté notre famille les mains vides. Et parce que tu as ta propre valeur, tu n'auras jamais à t'incliner devant personne. » Aurore rangea la copie. Elle n'avait aucune intention de réclamer l'argent, mais elle réalisa qu'elle n'avait plus besoin de rejeter agressivement la bonne volonté de Nathaniel. Le souvenir d'être aimé et le souvenir d'être blessé pouvaient coexister dans le même espace. Elle n'avait pas à réécrire toute sa vie pour n'en adapter qu'une seule. Chloé Sinclair envoya également un long email. Elle retournait en Europe. Ses fiançailles avec Julien étaient définitivement rompues. Elle expliqua pourquoi elle avait détesté Aurore. « Je me suis convaincue que tu avais volé ma place légitime. » Aurore répondit par 3 mots. « Ce n'était pas moi. » La décision d'envoyer Chloé à l'étranger, la décision d'épouser Aurore, la décision d'aller à Roissy. Toutes ces décisions avaient été prises par d'autres personnes. Aurore refusa de participer à un récit où 2 femmes se battaient à mort pour savoir qui avait volé un homme. Chloé ne répondit jamais. Alors que l'hiver s'installait, Aurore vissa une petite plaque de laiton à côté de la porte de l'Aube Nouvelle. Vêtements pour sortir sous son propre nom. Aurore polissait la plaque et alluma les lumières de la boutique. La pluie n'avait pas complètement cessé, mais les heures où la lumière du soleil perçait les nuages s'allongeaient plus qu'auparavant. 3 ans plus tard, l'Aube Nouvelle s'était étendue à 2 magasins physiques à Belleville et Paris, avec un flux de commerce électronique stable. Elle ne générait pas de méga profits d'entreprise. Chaque année apportait des maux de tête liés au flux de trésorerie et à la flambée des coûts des matières premières. Une année, ils ont surproduit un article viral et se sont étouffés avec des stocks morts. Une autre fois, 2 membres du personnel se sont affrontés et l'un a démissionné. Mais l'entreprise a survécu. Morgane était maintenant la directrice marketing et criait régulièrement sur Aurore en salle de réunion. « Aurore, tu as ignoré les marges pour ajouter un autre niveau d'atelier gratuit. Si tu veux que le point d'entrée soit gratuit, tu dois agressivement vendre des consultations payantes. Ne paie pas tes bonnes intentions avec les heures supplémentaires de notre personnel. » Cela piquait, mais Aurore le prit à cœur. Dans le foyer de Presbourg, elle s'était convaincue que le travail non rémunéré était de l'amour. Elle ne pouvait absolument pas forcer ses propres employés à normaliser le martyre. L'Aube Nouvelle commença à payer des taux horaires standards pour les animateurs d'ateliers, subventionnant les places gratuites par des subventions municipales et des partenariats avec des organisations à but non lucratif. Ils ajoutèrent une clause stricte stipulant que les clients qui refusaient que leur témoignage soit utilisé à des fins de marketing ne subiraient aucune pénalité. « Je ne veux pas diriger une entreprise où les gens paient pour notre aide en exposant leur traumatisme », martela Aurore à son personnel. Marine, la femme du tout premier atelier, était maintenant gérante de magasin chez l'Aube Nouvelle, travaillant 4 jours par semaine pour concilier sa vie de famille. Elle était féroce lorsqu'elle formait les jeunes recrues. Tante Marthe s'était suffisamment rétablie pour marcher avec une canne,
venant parfois dans l'arrière-boutique pour aider à coudre des boutons. Elle était lente, mais elle avait inventé ses propres outils adaptatifs pour travailler d'une seule main, et elle était la critique la plus sévère de tout prototype. L'émanchure est trop serrée pour lever, critiquait Marthe. Je l'ai élargie par rapport à la dernière fois. Aurore gémit. Les potences d'hôpital existent. Plus large. Aurore griffonna furieusement une note de révision. La nouvelle ligne de la marque brouillait la frontière entre les vêtements médicaux et la vie quotidienne. Des vêtements que l'on pouvait porter à une clinique de perfusion et entrer directement dans un bureau d'entreprise ensuite. Des vêtements qui facilitaient l'assistance pour l'habillage des aidants. Aurore ne projetait pas son propre traumatisme sur chaque vêtement. Elle prenait simplement les inconvénients invisibles qu'elle avait appris à travers la douleur et les dissolvait discrètement dans le design. Un soir d'hiver enneigé, après avoir fermé le magasin de Belleville, Aurore trouva Julien debout sur le trottoir. Il ne l'avait pas pris par surprise. Il avait envoyé un message à Morgane des jours auparavant, demandant exactement 5 minutes pour déposer le rapport annuel de la fondation. Julien posa le dossier marron sur un banc sous l'auvent. 186 personnes ont utilisé le programme cette année. Les accompagnateurs hospitaliers étaient les plus demandés. Aurore ouvrit le rapport. Derrière les données se trouvaient des citations anonymes. J'avais tellement honte de dire aux infirmières que je n'avais personne pour venir me chercher. Savoir que ce programme existait m'a fait sentir que je n'étais pas la seule. Aurore fixa la phrase longtemps. Merci de le maintenir. Julien esquissa un sourire d'autodérision. Je suppose que j'ai enfin mérité un merci. C'est strictement professionnel. Tu as dit ça la dernière fois aussi. Ils se tenaient côte à côte sous l'auvent. Dans le passé, le silence remplissait Aurore d'une anxiété accablante. Maintenant, elle ne ressentait plus le besoin de forcer une conversation pour combler le vide. Julien était toujours le PDG des entreprises de Presbourg. Selon l'avocate d'Éléonore, il s'était adouci, ne levant presque plus jamais la voix envers son personnel. Il n'avait pas vu Chloé depuis la fin des fiançailles. J'étais à l'hôpital aujourd'hui et j'ai vu une jeune femme être libérée. Julien dit, un de nos accompagnateurs de subvention portait son sac et sa mère l'attendait à l'entrée. J'ai pensé à toi. J'aurais souhaité que quelqu'un t'attende ce jour-là. Aurore regarda la neige tomber dans la rue. Morgane est venue me chercher. J'étais trop tard pour l'opération, mais j'aurais dû être là le jour de ta sortie. J'aurais dû être là depuis le début. Oui, tu aurais dû. L'ancienne Aurore aurait essayé d'apaiser sa culpabilité en disant que cela n'avait plus d'importance. Maintenant, elle laissa simplement la vérité telle qu'elle. Julien baissa les yeux vers ses chaussures. Je pensais autrefois que si je te disais de laisser le passé au passé, je pourrais te forcer à oublier ce que j'ai fait. Devenir le passé ne signifie pas que cela disparaît comme par magie. Aurore dit, ça fait toujours mal. Parfois, je sens l'antiseptique d'une salle d'attente d'hôpital et tout me revient. Parfois, entendre l'expression signature familiale requise me serre la poitrine. La mâchoire de Julien se contracta, mais ça ne me gâche plus ma journée entière. Aurore continua, je peux m'en souvenir et ensuite aller travailler, dîner et dormir dans le sens où mon passé ne me contrôle plus. Oui, c'est dans le passé. Je vois. Julien resta silencieux un long moment. Aurore, parfois je souhaite encore que tu reviennes vers moi. Le vent tourbillonna la neige autour d'eux, mais je sais aussi que te dire cela et attendre une réponse est faux. Je suis juste venu déposer le rapport. Aurore le regarda. C'était une compréhension qui était arrivée bien trop tard. Mais juste parce qu'elle était tardive ne la rendait pas fausse. Les gens n'apprennent parfois qu'après avoir perdu quelque chose. Cependant, la personne qui a appris n'est pas en droit de récupérer son prix. Je pense que c'est pour le mieux, dit Aurore. Julien hocha la tête. La neige tombe fort. Tu devrais rentrer. Il fit une légère révérence et s'éloigna sur l'avenue. Il ne regarda pas en arrière une seule fois. Aurore le regarda partir, puis rentra dans sa boutique. Ce ne fut pas la dernière fois qu'ils se parlèrent. Elle recevait toujours le rapport annuel par email une fois par an. Mais Julien n'essaya jamais de se frayer un chemin vers le centre de sa vie, et Aurore n'utilisa jamais ses regrets persistants pour valider sa propre valeur. Le souhait mourant d'Éléonore, recevoir, avait rapidement mis Aurore à l'épreuve. Pour sa 4e année,
l'Aube Nouvelle avait besoin de capitaux pour louer un espace d'usine dédié dans le nord de la France. Les commandes augmentaient, mais les usines disposées à gérer des spécifications de vêtements adaptatifs en petite série étaient rares. Avoir leur propre installation signifiait qu'Aurore pouvait travailler directement avec les opérateurs sur des fermetures spécialisées. Elle avait besoin de 800 000 €. Les banques aimaient la croissance de l'Aube Nouvelle, mais exigeaient des garanties personnelles et des biens en garantie. Aurore referma le dossier de prêt, ressentant un type de terreur différent de celui qu'elle avait ressenti devant la salle d'opération. Elle avait construit une entreprise sous son propre nom. Allait-elle sacrifier à nouveau sa vie personnelle pour l'entreprise? Une offre d'investissement arriva de Capital de Presbourg. Ce n'était pas une faveur secrète de Julien. C'était une feuille de conditions officielle approuvée par leur comité d'investissement ESG, environnemental, social et gouvernance. Les conditions étaient objectivement meilleures que celles de quiconque. Morgane regarda l'entête. Je veux le rejeter juste en lisant le nom, mais en tant qu'exécutive, c'est une bonne affaire. Aurore resta silencieuse. Si elle acceptait l'argent de Presbourg, les gens pourraient dire que son succès n'était que la charité de Julien. Cela pourrait donner l'impression qu'elle ne pouvait pas couper le cordon. Mais si elle laissait cette peur dicter ses décisions commerciales, elle laissait toujours Julien contrôler ses décisions. Aurore présenta son plan d'affaires à plusieurs sociétés de capital risque et compara les feuilles de conditions. Elle organisa une réunion générale avec son personnel, exposant les répartitions d'actions, les droits de vote et les clauses concernant l'intégrité de la marque. Finalement, elle rejeta Capital de Presbourg. Elle opta pour un fonds régional plus petit dédié à la revitalisation de l'industrie manufacturière du Massif central. Le chèque était plus petit, mais ils offraient un vaste réseau de reconversion et Aurore conservait la majorité des droits de vote. Aurore appela personnellement le partenaire de Capital de Presbourg pour expliquer le rejet. Le partenaire parut surpris. Nous pensions que vous étiez préoccupé par l'image concernant le PDG de Presbourg. C'était une considération, répondit Aurore. Mais ce n'était pas le facteur décisif. Votre fonds ne correspondait tout simplement pas au soutien opérationnel spécifique dont nous avions besoin sur le terrain. Quelques jours plus tard, un court email arriva de Julien. Merci d'avoir examiné notre proposition équitablement. Je comprends la raison de votre décision. Aurore répondit, merci de nous avoir traités comme une entreprise de portefeuille standard. C'est tout. Dans ce bref échange, Aurore comprit enfin la différence entre rejeter quelqu'un et poser une limite. La véritable indépendance ne signifiait pas refuser violemment toute aide. Cela signifiait examiner les conditions, choisir ce qui vous convenait et exposer calmement vos raisons lorsque vous vous retiriez. Le pouvoir de faire ce choix était ce à quoi ressemblait réellement l'indépendance. La nouvelle usine fut établie dans une ancienne filature textile à Lyon, en Rhône-Alpes. Aurore embaucha 3 machinistes chevronnés qui faisaient face à des licenciements, mettant en place un système où elle formait ses jeunes designers. Lors de sa première visite, une couturière de 70 ans regarda la fiche technique d'Aurore. Le rendre pratique, c'est bien, mais si vous vous concentrez tellement sur l'utilité que vous perdez la beauté de la silhouette, c'est de la camelote. Aurore inclina la tête. S'il vous plaît, enseignez-moi. Elle n'était pas là en tant que sauveuse. Elle refusait de se cacher derrière la noble bannière de sauver l'industrie manufacturière française juste pour sous-payer le travail qualifié. Ces contrats imposaient des salaires équitables, des frais de consultation et les noms des principales couturières sur les étiquettes des vêtements. Sur le mur du bureau de Lyon, Aurore encadra une citation de la lettre d'Éléonore. Repose-toi, compte sur les autres, reçois. Elle la regardait chaque fois qu'elle se surprenait à vouloir porter le poids du monde seule. Alors que la marque entrait dans sa 5e année, Aurore fit face à un échec qui remit en question toute sa méthodologie. Dans sa 3e cohorte d'atelier, il y avait une femme de 38 ans nommée Nathalie Fournier. Nathalie avait été éditrice dans une maison d'édition, mais avait quitté son emploi pour élever seule son enfant pendant que son mari voyageait pour le travail. Après une lacune de 7 ans, elle a finalement décroché un emploi dans une entreprise de médias numériques. Le jour où l'offre est arrivée, Nathalie a sangloté dans l'arrière-boutique de l'Aube Nouvelle. Il croit enfin que je peux encore travailler. Aurore était ravie. Avec la permission de Nathalie, l'Aube Nouvelle a publié une brève histoire de succès anonyme sur leurs médias sociaux. De retour à l'édition après une lacune de 7 ans, mais 3 mois plus tard, Nathalie a démissionné. La culture start-up exigeait des heures supplémentaires brutales et non enregistrées.
Simultanément, son enfant a commencé à souffrir d'une anxiété sévère et refusait d'aller à l'école. Son mari lui a dit qu'elle devrait prendre du recul si son travail ruinait le foyer. Et sa belle-mère a blâmé l'ambition de Nathalie pour la détresse de son enfant. Nathalie a enduré cela seule pendant 2 mois jusqu'à ce qu'elle s'effondre dans une salle de bain de bureau à cause d'une crise de panique et soit emmenée aux urgences. Quand Nathalie est revenue à l'atelier, elle n'a pas pleuré. Elle a rendu le blazer qu'Aurore lui avait prêté pour l'entretien, parfaitement nettoyé à sec et plié. Je suis tellement désolé d'avoir échoué. Le réflexe d'Aurore était de dire que ce n'était pas de sa faute. Mais Nathalie a secoué la tête. S'il vous plaît, ne me réconfortez pas maintenant. Le plus difficile est que tout le monde décide ce que cela signifie avant que je ne puisse le faire. Mon mari dit que c'était une retraite intelligente. L'entreprise dit que les femmes avec des trous dans leur CV sont trop instables. Mes amis me disent que c'était courageux d'essayer, mais je ne sais même pas encore ce que cet échec signifie pour moi. Aurore se tut. Elle réalisa qu'elle avait essayé de pousser Nathalie dans un récit de retour de carrière facilement digérable. Elle avait inconsciemment décidé que décrocher le poste était la ligne d'arrivée et démissionner était une régression. Alors ne mettons pas d'étiquette dessus pour l'instant, dit Aurore. Elle repoussa le blazer plié vers Nathalie. Repose-toi d'abord. Tu as le droit d'être en colère. Si jamais tu veux retravailler, la porte est ouverte. Si tu décides de ne plus jamais retourner dans l'édition, c'est aussi un choix. Ta valeur n'est pas déterminée par le fait que mon atelier réussisse. Nathalie regarda Aurore, et finalement, les larmes jaillirent. Après cet incident, Aurore supprima la statistique du taux de placement de l'Aube Nouvelle de ses dossiers de presse. Morgane s'y opposa avec véhémence au début. Nous avons besoin de ce chiffre pour les demandes de subvention de l'État. Nous ne pouvons pas simplement ignorer les résultats mesurables. Nous devons regarder les résultats, convint Aurore. Mais je refuse de faire de l'embauche la seule mesure du succès. Alors comment le mesurons-nous? Aurore passa des semaines à y réfléchir. Les ateliers introduisirent de nouvelles rubriques. Le participant a-t-il réussi à identifier ses limites non négociables? A-t-il appris les politiques de congé familial de l'État? A-t-il clairement communiqué ses heures disponibles pendant l'entretien? Obtenir un emploi était important, mais avoir le courage de refuser un emploi qui les détruirait était considéré comme un succès égal. Quand Aurore présenta cette nouvelle mesure lors d'une réunion de subvention du conseil municipal, un bureaucrate fronça les sourcils. Compter les démissions comme un succès semble un peu défaitiste, ne pensez-vous pas? Pousser les femmes dans des emplois insoutenables juste pour alimenter un tableau trimestriel, pour ensuite les laisser absorber la culpabilité lorsqu'elles s'effondrent inévitablement, c'est défaitiste. Aurore riposta. Le véritable soutien signifie rester avec elles jusqu'à ce qu'elles trouvent une condition dans laquelle elles peuvent réellement survivre. La proposition ne passa pas immédiatement. Il fallut 6 mois de négociations épuisantes avec le comité budgétaire. Le programme commença comme un petit projet pilote, s'adaptant constamment en fonction des retours des participants. Aurore embrassa la lenteur. Dans son mariage, elle avait essayé de tout régler instantanément par elle-même. Elle croyait autrefois qu'une bonne épouse effaçait rapidement les problèmes sans déranger personne. Maintenant, elle savait que prendre le temps de construire un consensus désordonné était le véritable travail. À peu près au même moment, des tensions internes éclatèrent chez l'Aube Nouvelle. Marine, la gérante du magasin, prenait de fréquents congés d'urgence alors que la démence de sa mère s'aggravait. Une enquête anonyme auprès des employés lisait « L'entreprise se plie en 4 pour les personnes ayant des familles, laissant le personnel célibataire se noyer sous la charge de travail. » Aurore ressentit une vive douleur dans la poitrine. L'entreprise était construite sur l'idéal de soutenir les femmes à travers les transitions de vie. Elle devait protéger Marine. Mais si elle utilisait la droiture comme excuse pour imposer des sacrifices non rémunérés à quelqu'un d'autre, elle recréait juste la dynamique de la famille de Presbourg sous une nouvelle peau. Aurore institua des entretiens individuels avec tout le monde. Les employés célibataires avaient des rendez-vous médicaux, des cours, des vies sociales et un besoin fondamental de se reposer. Si les urgences familiales étaient traitées comme la seule excuse valable pour des congés, les employés sans enfants étaient traités comme des pièces de rechange jetables. Nous n'allons pas être une entreprise où les soins vous forcent à partir, annonça Aurore lors d'une réunion générale. Mais nous n'allons pas non plus être une entreprise qui survit en exploitant la bonne volonté des personnes qui reprennent le travail.
Aurore créa un pool de personnel à temps partiel pour couvrir les absences soudaines de Car. Elle exigea que les cadres supérieurs, y compris elle-même et Morgane, prennent régulièrement des Cars au magasin. Elle introduisit une banque d'heures de micro-congés sans question, disponible pour tous, quel que soit leur statut matrimonial ou parental. Les coûts généraux augmentèrent. Les marges bénéficiaires subirent un coût temporaire. Morgane soupira, regardant les états financiers trimestriels. Diriger une entreprise juste est coûteux. Si vous essayez d'acheter la justice à rabais, quelqu'un d'autre paie la différence avec son temps, répondit Aurore. Une autre citation profonde. Non, c'est juste de la comptabilité de base. Elles rirent. Mais elles passèrent le reste de la nuit à refaire agressivement leurs prévisions de flux de trésorerie. Aurore ne cachait plus le fait qu'elle n'était pas une PDG parfaite. Quand elle faisait une mauvaise décision, elle s'excusait et réécrivait les règles. Quand son personnel lui faisait remarquer des hypocrisies entre son message de marquer la réalité, elle ne les réduisait pas au silence pour protéger son ego. Vivre sous son propre nom ne signifiait pas prouver qu'elle avait toujours raison. Cela signifiait qu'elle était responsable de réparer quand elle avait tort. Cet hiver-là, Éléonore de Presbourg décéda. Elle avait 92 ans. Selon le message que Julien transmit par l'intermédiaire de Maître Dubois, elle avait fait une promenade dans le jardin de sa résidence assistée la veille et était décédée paisiblement dans son sommeil. Aurore hésita à assister aux funérailles. Même après avoir quitté la famille, Éléonore lui avait envoyé des cartes saisonnières et acheté une pièce de chaque collection L'Aube Nouvelle. Elle n'acceptait jamais de réduction. Dans les notes de commande, elle tapait toujours « Payez vos travailleurs à leur juste valeur ». Aurore assista au service en tant qu'Aurore Mercier. Elle portait une robe de deuil noir de sa propre conception. Elle lui permettait de rester assise pendant des heures sans comprimer son abdomen, et les poches profondes contenaient les lettres de sa mère et d'Éléonore. Certains des parents de Presbourg semblaient incroyablement mal à l'aise de la voir. Les tantes qui se moquaient d'elle en tant que grimpeuse de la classe moyenne évitaient activement le contact visuel. Julien la rencontra à la réception et s'inclina profondément. « Merci d'être venue. Je voulais lui dire au revoir, » dit Aurore. Elle ne s'engagea pas dans d'autres petites discussions. La photo d'Éléonore au-dessus de l'autel la montrait souriante chaleureusement. Aurore offrit de l'encens et parla dans son cœur. « Parce que tu m'as vraiment vu, je n'ai pas complètement disparu au sein de cette famille. Mais tu n'as pas besoin de continuer à te blâmer. Je sais comment me retrouver maintenant. » Après le service, l'avocat d'Éléonore tendit à Aurore une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait un étui à lunettes en cuir brodé à la main qu'Aurore avait fabriqué pour Éléonore pendant sa première année de mariage, accompagné d'une lettre. « Aurore, au moment où tu liras ceci, je ne pourrai plus te demander pardon. Alors, je te laisse une demande, pas des excuses. S'il te plaît, ne décide pas que les 5 années que tu as passées dans la maison de Presbourg ont été entièrement une erreur. Les jours où j'ai été sauvé par les repas que tu as cuisinés. Les jours où tu t'es assise avec moi à l'hôpital. Les jours où nous avons regardé les fleurs de prunier dans le jardin. J'étais vraiment heureuse. Mais j'aurais dû t'arrêter bien plus tôt avant que tu ne te perdes pour le bien de ce bonheur. Quand les gens reçoivent une gentillesse infinie, ils commencent à croire que l'offre est illimitée. J'ai dit à Julien cela d'innombrables fois. Mais tu n'as pas besoin d'attendre qu'il le comprenne enfin. Les vêtements de ta boutique ont donné à une vieille femme comme moi la joie de choisir ma propre tenue pour affronter le monde. S'il te plaît, à partir de maintenant, ne t'épuise pas entièrement juste pour sauver d'autres personnes. Repose-toi. Compte sur les autres. Reçois. La dernière ligne était écrite de la main tremblante d'Éléonore. Tu as déjà donné suffisamment. Aurore serra la boîte en bois et pleura. C'était un type de pleurs différent de celui où elle avait perdu sa mère. La mort de sa mère était aggravée par le vide atroce où Julien aurait dû être. Ses adieux à Éléonore furent de vrais adieux, des mots échangés et une clôture. Perdre quelqu'un est toujours une tragédie, mais cela ne doit pas toujours laisser derrière soi un regret creux. Alors qu'Aurore quittait la salle des funérailles, Julien se tenait dans le couloir. « Grand-mère attendait avec impatience de visiter votre boutique tous les mois, dit-il. Je sais. Elle insistait toujours pour payer le prix de détail complet. Elle menaçait de me déshériter si je demandais une réduction. » Ils partagèrent un bref rire silencieux. « Aurore, dit Julien, quand grand-mère est décédée, la première chose que j'ai voulu faire était de t'appeler.
Aurore écouta tranquillement. L'ancien moi t'aurait appelé purement par mon propre chagrin, exigeant que tu viennes me réconforter. Mais grand-mère était importante pour toi aussi. Je savais que je devais prioriser la façon dont tu voulais lui dire au revoir, c'est pourquoi je suis passé par les avocats. J'apprécie que tu l'aies fait, dit Aurore. Julien baissa les yeux. Penses-tu que j'ai changé, ne serait-ce qu'un petit peu? Aurore ne répondit pas immédiatement. Que vous ayez changé ou non, ce n'est pas à moi de juger, mais si la prochaine personne qui se tiendra à vos côtés n'a pas à se perdre pour survivre, alors je pense que c'est votre réponse. Julien hocha lentement la tête. Je comprends. Ils marchèrent sur le même chemin vers la station de métro ce jour-là, non pas côte à côte comme un couple marié, mais comme deux individus dont les routes se sont simplement alignées un instant. Devant la station, Julien tourna vers une autre ligne de métro. Aurore ne l'appela pas. Julien ne regarda pas en arrière. Après le décès d'Éléonore, Aurore ferma la boutique pendant une semaine. L'ancienne Aurore aurait été terrifiée à l'idée que le travail s'arrête et se serait forcée à se connecter le lendemain, mais elle accepta l'ordre de la lettre de se reposer. Morgane géra les cadres. Marine s'occupa des plannings de car, et le personnel prit soin des clients. Quand Aurore revint une semaine plus tard, l'entreprise fonctionnait parfaitement. Aurore ressentit un bref éclair de solitude, suivi immédiatement d'un profond soulagement. Construire un endroit qui s'effondre sans vous n'est pas la preuve que vous êtes nécessaire. Un endroit qui continue même quand quelqu'un se repose. C'est un endroit où les gens peuvent retourner en toute sécurité. 2 ans plus tard, Aurore publia un livre. Le titre était Redémarrer. L'éditeur avait initialement proposé le sous-titre « Le retour triomphal d'une femme d'entreprise mise au rebut ». Aurore y opposa son veto. Je n'ai pas soudainement pris de la valeur parce que j'ai été jetée. J'avais aussi de la valeur quand j'étais mariée. Je ne pouvais juste pas le voir, et personne d'autre non plus. Le livre mentionnait à peine Julien ou Chloé. Il parlait d'attendre seule devant une salle d'opération. Le jour où elle avait déposé les papiers de divorce, étant interrogée sur son écart de 5 ans dans son CV, foirant les fiches techniques, et pleurant dans une salle de bain d'entreprise, vendant exactement 3 vêtements le jour de l'ouverture. Se faisant gronder par Morgane pour avoir donné trop de consultations gratuites. Ce n'était pas un conte de vengeance glamour. C'était une chronique des corrections quotidiennes interminables de la vie. Partir ne résout pas tout comme par magie le lendemain. La liberté exige de payer le loyer. Les choix viennent avec des responsabilités, et quand on échoue sous son propre nom, il n'y a personne d'autre à blâmer. Mais pour moi, une vie où je peux corriger mes propres erreurs de mes propres mains est bien plus chaleureuse qu'une vie passée à prétendre être parfaite tout en se noyant dans l'indifférence de quelqu'un d'autre. Lors d'un petit événement promotionnel, une jeune journaliste posa une question. Si vous pouviez revenir 5 ans en arrière, que vous diriez-vous à vous-même? Aurore ne répondit pas tout de suite. Il y a 5 ans, elle était assise dans l'immense salon de Presbourg, attendant le retour de Julien, renvoyant les appels de sa mère vers la messagerie vocale, réchauffant des dîners froids, croyant sincèrement que si elle était juste un peu plus patiente, elle serait aimée. Elle n'avait aucune envie de gronder cette version d'elle-même. Je la serrai dans mes bras, dit Aurore. La pièce tomba silencieuse. Je lui dirai, tu n'es pas mal aimé parce que tu es faible. Et son téléphone ne sonne pas occupé parce que tu n'as pas essayé assez fort. Aurore choisit ses mots avec soin. Et puis je lui dirai, un jour, tu vas arrêter d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Tu signeras tes propres formulaires médicaux, tes propres papiers de divorce, tes propres contrats de travail et tes propres documents de constitution d'entreprise. Tu choisiras ta vie non pas avec la permission de quelqu'un d'autre, mais par ta propre volonté. Ce jour-là sera terrifiant, mais je veux qu'elle sache qu'elle ne sera pas seule. Après l'événement, une femme tendit une lettre à Aurore. C'était une veuve de 50 ans qui écrivait qu'après le décès de son mari d'une longue maladie, sa vie lui semblait entièrement vide. Demain, je vais à une séance d'orientation dans une école professionnelle. Si ça ne me convient pas, je rentrerai simplement. Mais d'abord, je vais sortir. Aurore enferma la lettre dans le coffre-fort de son magasin. Elle valait plus pour elle que n'importe quelle récompense ou record de vente. Le magasin phare de l'Aube Nouvelle avait toujours cette plaque de laiton originale près de la porte. Vêtements pour sortir sous son propre nom. Les jours de pluie, les lettres paraissaient sombres. Les jours ensoleillés, le laiton captait la lumière et brillait d'or. Un matin de printemps,
Aurore accueillit une cliente avant l'ouverture officielle du magasin. C'était une femme de 29 ans qui devait subir une opération majeure. Elle dit qu'elle cherchait une tenue à porter le jour de sa sortie, mais qu'elle était trop terrifiée pour prendre une décision. Aurore lui montra une robe portefeuille douce à nouer sur le devant. Vous n'avez pas à l'acheter aujourd'hui. Votre corps pourrait se sentir complètement différent après l'opération, mais je voulais juste avoir quelque chose de prêt. Alors, avant de choisir une robe, confirmons qui vient vous chercher et quelles subventions sont disponibles s'ils ne peuvent pas venir. La jeune femme parut choquée, puis laissa échapper un petit rire. N'êtes-vous pas un magasin de vêtements? Les vêtements ne sont qu'une partie de la vie. Aurore sourit. Après avoir passé en revue les protocoles de soutien à la sortie de l'hôpital et le programme de subvention de la fondation, la femme essaya la robe. Debout devant le miroir, elle posa une main sur son abdomen. Je pense que je pourrais sortir de l'hôpital avec ça. Aurore ajusta l'ourlet. Vous pouvez marcher lentement et il est parfaitement acceptable de s'asseoir à mi-chemin. Après le départ de la cliente, Morgane sortit de l'arrière-boutique. Donner des conseils de services sociaux avant de pousser les stocks de bonne heure. Tu es toujours aussi mauvaise en capitalisme. Elle a fini par l'acheter, n'est-ce pas? Logique basée sur les résultats. Morgane rit. Derrière les vitrines de la boutique, la pluie de la nuit avait enfin cessé. De minces rayons de soleil perçaient les nuages, illuminant la rue de Belleville. Aurore déverrouilla la porte d'entrée et retourna le panneau ouvert. Il y a longtemps, elle attendait son mari à l'autre bout d'une ligne téléphonique morte. Dans la chambre d'hôpital de sa mère, devant la salle d'opération, à la table de la salle à manger d'un grand manoir, elle avait attendu, croyant sincèrement qu'un jour quelqu'un la choisirait. Les choses étaient différentes maintenant. Attendre n'était pas intrinsèquement mauvais et elle n'avait pas besoin de rabaisser la version d'elle-même qui avait cru en quelqu'un d'autre comme folle. C'était juste que parfois dans la vie, il y a des moments où il faut se relever soi-même. Dans ces moments-là, Aurore avait écrit son propre nom encore et encore sur les formulaires de consentement chirurgical, sur les papiers de divorce, sur les contrats de travail, sur le registre d'entreprise de sa marque. Et aujourd'hui, au bas de la liste de vérification d'ouverture du magasin, elle le signa à nouveau. Aurore Mercier. Ce n'était qu'un morceau de papier banal, mais pour elle, c'était le formulaire de consentement pour sa propre vie, renouvelé chaque matin. Nous sommes ouverts, appela Aurore. Le personnel se dispersa à leur poste. L'air extérieur sentait la pluie sécher sur le trottoir. Quand elle était sortie pour la première fois du domaine de Presbourg, elle pensait avoir tout perdu. Mais la vérité était que ce jour-là, elle avait enfin été chercher la femme qui était restée assise dans la maison de quelqu'un d'autre pendant 5 ans à attendre, et elle l'avait enfin ramenée chez elle, à sa propre vie. Aurore n'avait pas oublié le passé. La chaise vide aux funérailles de sa mère et l'eau glacée qu'elle avait bu seule après son opération vivaient toujours quelque part au fond d'elle. Mais elle ne faisait plus de l'effacement de ses souvenirs une condition préalable à sa guérison. Elle porterait la douleur. Elle travaillerait, elle rirait, elle demanderait de l'aide, et occasionnellement elle se reposerait. Elle n'aspirait pas à devenir quelqu'un de complètement intouché par les cicatrices. Elle allait simplement être quelqu'un qui continuait à faire ses propres choix, cicatrices et tout. C'était le redémarrer qu'Aurore avait choisi. Dans les miroirs des cabines d'essayage de sa boutique, le reflet d'une femme différente apparaissait chaque jour. Une femme retournant au travail, une femme quittant son emploi, une femme commençant un traitement médical, une femme quittant sa famille, une femme construisant une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Aurore ne leur tendait à aucune d'elles la même solution exacte.